Avant de produire, j'aime beaucoup rendre grâce aux gens qui me rendent joyeuse, qui m'aident à me construire, qui m'aident à grandir, qui m'aident à pleurer des fois. Et là, moi, je veux rendre hommage à Michael Jackson parce que Michael Jackson a écrit une musique extraordinaire qui s'appelle, entre autres, Man on the Mirror. Man on the Mirror, il parle de comment l'autre est mon miroir. Et quelque part, un peu comme Gandhi l'a dit, deviens le changement que tu veux voir autour de toi. Et si vous écoutez les paroles de cette chanson, elles sont profondes. Et voilà, je voulais rendre hommage à Michael Jackson comme je rends hommage à tous ceux qui font qui je suis aujourd'hui. Et ça va être l'occasion aussi de pouvoir remercier ma famille, parce que je ne sais pas qui je suis sans ma famille, celle qui m'a créée, celle que j'ai créée. Remercier tous les êtres que j'ai eus sur mon chemin de vie, qui font aussi que j'ai le plaisir de pouvoir partager aujourd'hui tout le savoir, mais surtout le savoir-être que j'ai pu partager avec eux. Et notamment pour cette conférence particulièrement, je vais quand même reciter mon professeur qui s'appelle le professeur Jean-Yves Desjardins, que vous retrouverez sur les papiers, pour qui j'ai créé un institut international, mais aussi je voudrais rendre hommage à Guy Corneau, qui était mon ami, que j'ai travaillé 25 ans avec lui, j'ai beaucoup pleuré. Quand Guy est parti, enfin voilà. Mon ami Jacques Salomé, qui aujourd'hui n'a plus la parole, et avec qui aussi j'ai beaucoup grandi, et j'ai aussi beaucoup pleuré parce qu'il nous faisait beaucoup travailler sur scène. J'ai eu cette chance d'avoir ces êtres sur mon chemin de vie, comme Yvon Dallaire, le questionnaire c'est Yvon Dallaire, comme Lise Bourbeau, comme tant d'autres personnes, Lise et Mélanie, il y en a tellement, mais en tout cas dans les gens, voilà, Nicole Odette, Charles Raphaël Payer, toutes ces personnes qui font que voilà, j'ai eu goût de pouvoir redonner. Mon plaisir à moi, c'est d'apprendre évidemment, mais de pouvoir redonner, partager, transmuter, transformer, pour que chacun puisse se nourrir de ce dont il a besoin, ce qui est juste pour lui. Si c'est pas juste aujourd'hui, peut-être ça le sera jamais, peut-être ça le sera demain. Mais en tout cas, j'ai besoin aussi de me représenter, comme je suis bavarde, j'ai tellement de choses à dire de moi, je vais essayer de me résumer. Et je vais demander aussi à Chantal ou... Non, d'être le... Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire et je sens que je vais encore pas lire mes trucs. Je sais pas, allez, 10 minutes de présentation. Pas plus, parce que sinon, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, c'est redondant, et pour moi, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Mais par correction, voilà. Donc, je m'appelle Isabelle Chaffet, je suis thérapeute de couple et de famille, je suis sexologue clinicienne et sexoanalyste sexocorporelle depuis les années 90. Je reçois des couples et des enfants et des adolescents, et j'ai beaucoup à cœur d'aider les familles avec leurs enfants sur beaucoup de sujets. Notamment écouter ce qui se passe au niveau de nos émotions. Notre corps est miroir de nos émotions. Bon. Je suis formée en tout un tas de choses. J'ai des tas de diplômes. C'est vrai, hein, je sais pas pour dire, mais c'est pas... En fait, je les ai défaits de mon bureau. La dernière fois, j'en ai trouvé au moins une vingtaine. Et après avoir fait tout ça, je me dis, au final, qu'est-ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui? Au final, c'est certainement être le plus dans le cœur, dans le savoir-être. Bon, c'est sûr que c'est bien d'expliquer les choses, tout ça, mais franchement, je me dis, avoir fait tous ces mémoires, tous ces trucs pour arriver... Bon, enfin bon. Mais donc, voilà. Mais par contre, il y a une chose importante. Dans les dernières formations que j'ai faites, j'ai eu la chance de rencontrer Teresa Robles il n'y a pas longtemps. Je fais de l'hypnose à visée solution, ericksonienne à visée solution. Donc, un de mes outils que j'intègre à mes autres outils, c'est l'hypnose conversationnelle à visée solution. Et j'y tiens beaucoup parce que je crois, plus que tout, au potentiel humain et au talent et aux ressources de l'être humain. Mais c'est impressionnant quand on va chercher, c'est un puissant fond et c'est extraordinaire. Donc ça, je le dois à la formation que j'applique au mieux, d'aller chercher le meilleur chez l'autre. Voilà, d'être la meilleure version de soi-même, M', A-I-M-E.
Puis, l'autre point, c'est que, effectivement, dans le travail que je fais, ce sont des outils dont je me sers. Donc, les outils, c'est psychosomatique, c'est la lecture des mots, MAUX du corps, c'est l'analyse transactionnelle, c'est la gestalt, c'est la lecture à travers ce que je perçois des corps, parce que je lis le corps, mais il ne faut pas me demander comment. C'est à travers, évidemment, d'autres outils qui sont tout ce qui peut toucher à la psychogénéalogie, parce que je travaille sur moi, sinon je ne serais pas ce que je suis, et que je suis en évolution comme tout le monde, et que je suis en chemin, et que je rends grâce à Magie, à Ancien Sunshine-Berger, parce que la psychogénéalogie, c'est aussi ça qui me plante dans mon instant présent, et que, voilà. Donc, tout ça pour dire, tout ça pour dire que... tout ça pour dire que le plus important pour moi, aujourd'hui, c'est comme cerveau-corps, corps-cerveau. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes un tout. L'idée, c'est de se prendre dans sa globalité. Et mon focus à moi, dont le corps est miroir, c'est la lecture de nos émotions, qui embrument un peu notre cœur, bien sûr. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre des mots, pouvoir être responsable de ses émotions pour éviter d'accuser l'autre. Alors ça... c'est un art. À part ça, j'ai créé beaucoup de choses, notamment l'Institut sexo-corporel, ça c'est important. Jean-Yves Desjardins, c'est un institut dans lequel j'ai formé pendant des années des sexologues, de par le petit monde, on va dire la Suisse, le Canada, l'Allemagne, l'Italie. Ça, vous pouvez consulter toutes ces revues, tout ce qui touche, parce que ça touche à la deuxième conférence aussi, mais je ne vais pas mettre le focus là-dessus. J'ai créé beaucoup de choses autour de tout ce qui est l'adolescent. Des associations, voilà. Et puis, à part ça, j'ai créé des émissions de radio qui tournent, qui tournent dans des radios locales, que j'ai mis en CD, 48 petits feuilletons thérapeutiques qui reprennent un peu mon approche et qui expliquent comment je travaille certains thèmes. Bon, il m'avait été demandé la compulsivité sexuelle, c'était l'addiction, et comment dans le couple ça se gère et comment je le gère et en thérapie. La notion de désir et la perte d'un bébé, comment retrouver le goût, parce que ça c'est très important, le goût de retrouver le goût de vivre et de refaire des bébés. Bon, voilà. Donc ça, c'est des émissions que j'ai. Après, si vous êtes tout à l'heure intéressé, j'ai en vente ici des CD pour l'Institut sexo-corporel, j'en ai déjà un, et j'ai des livres en attente dans un ordinateur. Si quelqu'un a du bénévolat à m'offrir, je serais ravie, parce que j'ai plein de choses à dire, mais j'ai pas le temps de le mettre en mots. Et par contre, j'ai un rêve, comme je l'ai exprimé dans la première conférence, c'est de reprendre les séminaires Vivre en amour, que j'ai enseigné pendant plus de 25 ans, à la fois en France, à la fois au Québec, à la fois en Suisse, un peu en Italie, un peu en Allemagne, et je rêve de les remettre en vie dans la région, parce que maintenant que si je peux dire, j'ai contribué à faire des petits, j'ai formé des gens qui aujourd'hui sont autonomes, voilà, j'ai contribué, je sais que ça se voit pas, mais j'ai beaucoup œuvré pour tout ça, et donc aujourd'hui, je peux un petit peu plus me recentrer dans la région pour pouvoir, faire mon travail de thérapeute, mais aussi offrir, mettre au service du couple, et j'y crois beaucoup, je crois beaucoup au travail du couple, le couple miroir. Mais comme vous le savez, donc le thème de la deuxième conférence, il faudrait que je lise le titre. C'est quoi le titre déjà de la deuxième conférence? Non, mais sans blague. Les résonances émotionnelles. Et justement, d'abord, le premier couple, à votre avis, c'est qui le premier couple? Merci. Évidemment, le premier couple que je vais devoir écouter, avec qui je vais devoir à peu près bien conjuguer les choses, c'est avec mon couple intérieur, avec mon féminin et mon masculin. Alors ça, en voilà une affaire. C'est tout un programme, pour toute une vie, je vous garantis. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Alors donc, bienvenue au club, c'est quand vous le sentez, quand le moment est juste. Comment je vais m'accommoder de qui je suis à l'intérieur, de comment je vis les choses et comment je les ressens déjà pour moi-même et par moi-même. Mais là, déjà, on a commencé la conférence, presque on l'a fini, parce que si je dis pour moi-même et par moi-même, ça veut dire que j'ai accepté l'idée que je suis 100% responsable de moi. Aïe. Ça, c'est pas aussi simple. Alors, je vais dire qu'en couple, pour apaiser les choses, je suis 100% responsable de mes 50% de la relation que j'ai avec l'autre. On module un peu, manière. Oui, parce que du coup, effectivement, je vais être 100% responsable de réagir à quelque chose que l'autre me renvoie, mais je suis 50% responsable parce que l'autre a induit ça de l'extérieur. Donc, il y a aussi une part qui est liée à l'autre. Mais je ne l'accuse pas. Bon.
Là, je pense qu'on a posé les choses. Qui a déjà lu les livres de Lise Bourbeau? Oh, super, magnifique, génial. C'est pas grave pour ceux qui ne les ont pas lus. Hein. Ça, franchement, il n'y a pas de mal, hein, vous inquiétez pas. Hein. Quand on lit Lise, c'est qu'on est prêt à cheminer, mais qu'on est prêt aussi à avoir, je sais pas moi, une grosse boîte de mouchoirs et une grosse couette, parce que des fois, ça fait mal, quoi. Hein. C'est pas évident. Hein. Je présume que certains sont allés l'écouter aussi, certains, ou peut-être ont fait des séminaires avec Lise. Donc, il est question des 5 blessures aujourd'hui, mais je ne vais pas forcément reprendre que le concept de Lise. Et d'ailleurs, je vais m'asseoir et regarder ce que j'ai écrit des belles choses, mais évidemment, je ne vais peut-être pas toutes les dire. Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on peut se poser la question dans notre société, aujourd'hui, comment se fait-il qu'on peut s'attarder sur le couple? Parce que pour moi, aujourd'hui, ce qui est, oui, j'ose dire presque désolant, c'est que, quelque part, y a... c'est comme si, mais j'exagère un petit peu, hein, là c'est un peu exagéré, c'est comme si on consomme son couple comme un mouchoir de poche. Donc j'exagère, hein, je suis d'accord. Mais après, c'est chacun qui le vit hein, comme il veut. Moi, ça me dérange absolument pas. Moi, je suis pas conseiller conjugal, je suis pas juge. Chacun fait comme il veut. C'est juste que je voudrais m'appuyer là-dessus pour dire, ben, de deux choses l'une. On peut absolument passer de partenaire en partenaire. Moi, l'essentiel, c'est qu'on arrive à s'y retrouver, je dirais, avec soi-même. Puis surtout, ben, l'idée, c'est qu'en fait, on se rend compte que, admettons, si toutefois on est habitué à changer de partenaire, ben, on se rend compte que si on n'a pas fait forcément un travail sur soi, comme par hasard, celui qu'on rencontre ou celle qu'on rencontre, il me fait rejouer une petite blessure avec laquelle j'étais déjà pas très à l'aise. Mais comme évidemment je me suis pas mise en question, ben je vais accuser l'autre et on continue les scénarios de voilà. Donc être conscient qu'aujourd'hui le couple pour moi c'est précieux. Après je vous dis c'est des choix de vie. On sait aujourd'hui qu'on en est presque à 50, 40, certains disent 45, 48% de divorces, de séparation. Enfin, quels que soient les couples, si c'est des couples recomposés, c'est aussi précieux. Hein. Moi, j'ai pas à discuter. C'est pas un couple depuis le début jusqu'à la fin. Mais je veux dire l'idée de partager. Voilà, l'idée de pouvoir. Et pour ceux qui ont malheureusement perdu leur conjoint, c'est tout un travail aussi pour elles ou pour eux de pouvoir. Comment dire, il y a tout un travail déjà de deuil, mais c'est une partie de soi que l'on perd. Donc je voulais faire cet aparté pour dire le respect que j'ai et la compassion que j'ai pour les personnes qui ont été confrontées à cela, parce que c'est une épreuve. Et c'est une épreuve dans la haine et dans l'amour. Donc le lien d'attachement, c'est quelque chose qui fait souffrir si on ne l'a pas bien géré. Donc voilà, les statistiques nous démontrent. Et une chose aussi importante qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont plus heureuses seules qu'accompagnées. Donc ça peut être un choix sociétal, bon, ou être en couple et chacun vit chez soi. Tout ça, c'est possible, hein, il n'y a pas de souci pour moi. Ça interroge simplement, voilà, ça interroge sur la capacité parce que le couple, ça remet en question. Enfin, pour moi, il n'y a pas plus beau. Comment j'ai dit, c'est un bel écrin qui nous permet vraiment de se remettre en question. Il n'y a pas plus beau. J'avais un très beau mot, puis voilà. Bon, ça va revenir. En tout cas, c'est grand, grâce au couple, de pouvoir grandir, de pouvoir se remettre en question. Et ça, je dirais, il y a le couple amant, enfin, mari-femme, hein, je veux dire, hein, pas avoir 36 hommes dans sa vie, mais il y a le couple parent-enfant. Et moi, je remercie, je le dis, hein, je ne suis pas ce que je suis, mes enfants étaient, entre guillemets, mes thérapeutes. Si vous écoutez mes émissions, vous verrez. Je ne suis pas ce que je suis, c'est grâce au fait que j'ai réussi à accepter de me remettre en question et garantir qu'il y a des fois, il faut respirer, quoi, parce que aujourd'hui, les enfants, ils n'ont pas la langue dans la poche. Hein. Et ce couple aussi, parents-enfants, nous fait grandir. Nous fait grandir justement pour laisser les enfants, comme disait Khalil Gibran, les enfants sont pour les enfants, et nous remettre dans notre couple adulte, parents, non pas parents, mais conjointes. Donc, voilà, après, c'est des valeurs, hein, c'est des histoires personnelles, c'est aussi des fois des rébellions contre l'histoire familiale. Moi, ça, je ferai jamais comme mes parents. En tout cas, je vous invite à y réfléchir.
moi, ma façon de travailler, c'est j'aime et j'accepte ce que je traverse. Parce que je me suis rendu compte que plus je lutte contre quelque chose, plus je l'attire, dis donc. Plus je veux pas ressembler à un tel, oh, c'est bizarre. Tu ris comme ta... Oh, ok. Donc, acceptons de ressembler à, parce que dans notre couple, il se rejoue une figure parentale, un imago parental, ou avec papa ou avec maman. Et contrairement à ce qu'on pense, quand on est homme ou femme, c'est pas forcément le papa avec qui on reproduit le schéma. Et je vous souhaiterais, si un jour vous avez le goût de lire le livre de Nancy Friday, Ma mère, mon miroir, parce que c'est un très vieux livre, je ne sais pas si on peut le trouver, mais dedans, tout y est. C'est-à-dire que, moi j'ai dû lire ça il y a 28 ans, mais je pense qu'on peut le trouver dans les vieux bouquins. Et elle explique très bien qu'au final, en tant que femme, si on trouve un compagnon, comme par hasard, il peut avoir des traits de sa propre maman, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Bon, il faut aller lire tout ça. C'est intéressant parce que ça vient, quoi qu'il arrive, le couple nous faire revisiter notre place de fille et de fils. Donc, d'enfants d'eux, pour devenir adultes. Allô? Ça, c'est bon? Allô, alors évidemment, je voudrais aussi faire un petit, avant d'aller plus loin dans la blessure, parce que ça contribue aux blessures. Évidemment, je ne suis pas très neutre dans ma manière de le dire, parce que ça me désole. Je ne juge pas, mais est-ce que tout le monde entend là? Là, c'est mieux? Parce que moi, j'ai déjà une voix qui porte, alors je ne veux pas non plus que ce soit criard. C'est correct là-haut? Ok. Mais sinon, vous faites ça. Hein? Où ça? Où ça? Là, c'est bon? Ok. Donc, je voudrais dire aussi que bon, le début d'une vie amoureuse aujourd'hui ne se construit pas complètement comme nous on l'a connu. Il n'y a plus l'éloge du corps. Le temps du flirt, ben, j'espère que vous le développez. J'espère que vous l'apprenez à vos enfants. C'est tout ce que je peux espérer. Mais c'est pas complètement comme ça que les jeunes aujourd'hui développent la vie amoureuse, la vie à deux. Et du coup, elle est développée beaucoup par les réseaux sociaux. Eh ouais. Non, c'est bon. Comme ça, est-ce que c'est bon là? On va trouver la juste voie. Donc, la vie du couple aujourd'hui ne peut plus être la même que celle qu'on a pu connaître parce qu'on a eu la chance de vivre des étapes de rencontres, d'apprivoisement, de contact, d'écriture, de faire rêver l'autre. Il n'y avait pas le téléphone. Enfin, c'est pas de la nostalgie du passé, c'est juste pour opposer ça aujourd'hui. Hop, on clique sur Internet et hop, on se rencontre. Je veux dire par là qu'il n'y a plus la distance, il n'y a plus le rêve de l'autre. Donc, nous, on se rend compte, professionnels, que le sentiment amoureux n'est pas créé pareil. C'est pas le même. Le sentiment amoureux n'a pas la même consistance. Le désir sexuel, n'en parlons pas. Il n'a pas non plus la même saveur et la même profondeur. Pas pour tout le monde, hein. Mais quand même, on est en train de se rendre compte des limites que ça peut avoir. Donc, le couple, c'est vraiment sous l'angle de cette construction et il faut évoluer avec son temps, évidemment, avec ce que les réseaux sociaux aujourd'hui nous amènent à vivre. Mais on voit que c'est un vécu éclair. C'est un vécu clash, c'est un vécu, pour certains, il y en a qui font leur vie, hein, j'en reçois et c'est formidable. Mais quand même, j'attire l'attention sur la limite. Et je ne parle pas après des abus qu'il peut y avoir, mais la façon de se rencontrer, excusez-moi, pardon, n'est pas la même. Et donc, le temps de rencontre, le temps, c'est bon là, le temps de prendre conscience de qu'est-ce que l'autre me fait vivre, qu'est-ce que l'autre me fait rejouer, on est moins peut-être dans la profondeur de ça. Donc, il faut vivre avec son temps, mais bon. Et de par le fait aussi qu'on est amené à être très envahi par les informations, par les sollicitations, par plein de choses en tant que couple, très très souvent le couple, d'une manière générale, hein, l'entité couple va accuser l'extérieur, beaucoup. Donc c'est là que nous avons, nous, professionnels du travail, parce que
Mais tout ce que je rencontre à l'extérieur n'est que le miroir de mon intérieur. Donc, je ne peux pas accuser si le mari ou la femme a proposé d'aller dans tel club, si la personne a dit oui, c'est où elle est attirée par, ou elle a tellement peur de le perdre que quoi qu'il arrive, c'est une blessure qui se rejoue. C'est dans ce sens-là que je veux dire que, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout le problème est à l'intérieur, on y vient. Ah bon, ça. Donc, si on voulait regarder, tout d'abord, qu'est-ce que vous a donné l'évaluation de votre questionnaire? Bon, je sais, c'est difficile de parler en public, hein. C'est toujours délicat, mais est-ce que ça vous a aidé enfin voilà, vous situer? Le but n'est que de se situer, hein. Sur une échelle de 0 où je vis plus rien, et sur une échelle à 10 où je suis au sommet de ma vie en couple. Voilà. Est-ce que ça vous a permis de vous situer? C'est ce seul but, quoi. Et peut-être de regarder, tiens, là où j'aimerais avoir le goût de parfaire ma vie. Vous l'avez pas fait, vous n'avez pas pu le faire? Ah. Non, 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 je l'ai donné tout à l'heure. Ben, pour ceux qui voudraient le faire, j'invite les gens, si vous êtes d'accord, à prêter vos questionnaires pour que les gens juste cochent et notent. Et que vous évaluez, voilà, si ça vous fait... Vous le cochez, vous évaluez. Alors, en sachant bien que ce questionnaire, j'ai oublié de le dire, mais j'avais mis quand même une consigne. Si on le remplit en couple, c'est important de ne pas se sentir coupable. Et c'est surtout important de ne pas accuser l'autre. Ça, c'est vraiment important de regarder notre degré de satisfaction personnelle. Le but n'est pas de chercher les torts ou les raisons. Le but, c'est de dire, tiens, voilà où je me situe dans mon besoin. Tiens, voilà où j'évalue ce qui se passe pas bien. Voilà ce dont j'aimerais que nous parlions ensemble. Voilà. C'est surtout pas en sortant d'ici. Non, non, non. Ça, c'est comme en sortant de mon bureau, on ne refait pas la thérapie, on se chamaille pas. Non, on regarde quelles seraient les solutions par rapport à ce qu'elle a pointé. Est-ce qu'on a le goût d'aller vers telle solution? Ça peut être un choix. On peut passer sa vie à se bouffer le bec. Moi, ça me pose pas de problème. Mais aussi, on peut avoir le goût à un moment donné de dire tiens, ben moi, j'irais bien vers cette solution. J'aimerais bien qu'on améliore ça. Puis l'autre va dire j'aimerais qu'on améliore ça. Parfait. Toute la solution, comme j'ai dit tout à l'heure, ma plus grande foi, c'est dans le haut potentiel humain, dans toutes les richesses, le talent qu'on a tous. Donc, tout problème a sa solution. Donc, le couple, c'est une co-création. Ça, c'est où chacun des deux partenaires, ça, vraiment co-crée. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais qu'on aille vers que je vais arriver à y aller vers la conférence. Alors, évidemment, quand on est en couple, on peut constituer plusieurs formes de couple. Il y a le couple diffusionnel, celui qui ne peut pas se passer de l'autre, qui envoie 3 SMS par jour et qui demande à l'autre où est-ce que tu es. Qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est une façon de vivre, hein. Il n'y a pas de jugement à avoir, hein. Surtout pas. Il n'y a pas un bon couple ou un mauvais couple, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais exemple, surtout pas, hein. Il peut y avoir le couple justement qui vit dans la diffusion. Alors attention, la diffusion, c'est qu'à un moment donné, on peut rejeter l'autre et devenir hostile. Non, la diffusion, c'est quand on commence à prendre son autonomie et à être beaucoup moins dans la dépendance à l'autre. Donc petit à petit, le couple va vers l'individuation. Chacun prend sa vie en main, chacun s'organise, chacun fait des choses pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne met pas en commun. Il peut y avoir le couple qui existe, parce qu'il y en a des couples qui existent comme ça, parce qu'ils arrivent à... Comment dire? Ils ont besoin de faire des crises, de se chamailler, de se réconcilier sur l'oreiller. Enfin, il y a des gens qui existent comme ça fonctionne bien. Puis il y a au contraire des couples qui se sont jamais disputés. Vous le croirez si vous voulez, mais ça existe. Ça m'a toujours été... jamais un mot plus haut que l'autre. Voilà. Bon. Donc on est dans plusieurs types plusieurs formes de couple, hein, et il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et puis il y a le couple qui
qui est porté sur le couple plutôt parental, qui existe comme couple, mais parce qu'ils sont un bon couple parental et qu'ils s'entendent bien pour l'éducation des enfants. Puis que bon, finalement, dans la relation intime, ça se passe pas si mal. Mais souvent, le vrai couple dit socialement reconnu, c'est comme celui qui aime, qui a de la tendresse et qui arrive à partager, une vie intime, érotique, du plaisir. Et qui cultive la séduction et qui fait des projets ensemble. Qui fait voilà, c'est le vrai couple, socialement. Hein. Mais après, chacun peut avoir l'idée du couple qui lui convient. Alors, qu'est-ce qui, à un moment donné, parce que moi qui aime bien parler positif, je ne vais pas forcément parler que de positif là. Qu'est-ce qui, au final, dans notre couple, peut nous poser des problèmes, au-delà de la fusion, de la diffusion, de je fais ce que je veux. Vous savez, il y a des crises comme ça dans les couples. On dirait à un moment donné que les couples ils rejouent leur adolescence. Ça peut exister quand on s'est connu jeune. Il y a des gens que je reçois qui sont connus jeunes. Puis je sais pas, la crise de la quarantaine, on appelle ça comme on veut. Tout à coup, il y en a un des deux qui commence à s'opposer, à être dans la contre-dépendance, à dire je fais ce que je veux. Donc voilà, le couple traverse une crise et là on se rend compte que il y a des blessures qui vont venir refaire surface. Je l'ai dit, bon. Alors, il y a autre chose aussi que je voulais dire, avant d'aborder complètement la blessure. Deux choses. Moi aussi, j'ai chaud. Selon Lise Bourbeau, il y a deux façons d'aimer. Je peux aimer par peur. Ça, c'est s'aimer avec peur et c'est un amour conditionnel. Je vais vous lister quelques petits exemples. S'aimer avec... C'est bon pour tout le monde, hein, je fais que gigoter, je suis désolée. S'aimer avec peur et dans un amour conditionnel, c'est laisser l'autre empiéter sur son espace personnel, sur son espace intime. Parfois, on a besoin d'air. C'est se laisser critiquer et faire passer sa vie à critiquer l'autre. Mais tu aurais dû mettre ça aujourd'hui, mais franchement, comment c'est possible que tu t'habilles comme ça? C'est-à-dire, ne dire que des reproches à l'autre. Jamais féliciter. Ne regarder que ce qui ne va pas. Donc, l'autre va se sentir aimé de manière conditionnelle. Ah, ok, tu m'aimes que si je mets un costume cravate, grosso modo. Hein. Le contrôle. Alors là, ça c'est une affaire. Hein, qui est différent de la maîtrise. Le mot contrôler est différent du mot maîtrise. Hein. Donc, si on aime en contrôlant l'autre, évidemment, l'autre va se sentir aimé de manière conditionnelle. L'amour conditionnel, c'est je vais répondre aux besoins de l'autre, je vais tout faire pour l'autre, mais je vais oublier mes besoins. Donc du coup, quelque part, je vais attendre que l'autre soit dans la gratitude, parce que je fais tout pour l'autre, mais il ne m'a pas demandé tout ça. Donc je suis dans un amour conditionnel, parce que je lui demande, je fais pour que lui, tout soit bien, tout soit parfait. Puis au final, oui, si tu l'as fait, c'est que ça te faisait plaisir, tu sais, je t'ai rien demandé, et bam. Allez, donc, c'est décider sans vérifier les besoins de l'autre. Ça aussi. Oui, à un moment donné, quand il y en a un des deux qui ne fait pas le choix, à un moment donné, on pose un choix, oui, mais comme tu t'es pas décidé, voilà, on va faire ça, on impose. Et ça ne répond pas forcément aux besoins, pas aux désirs, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, aux besoins. C'est donner pour me sentir aimé. Alors, c'est donner à faire, c'est donner de la tendresse, c'est comment dirais-je, il y a plusieurs façons de prendre l'autre dans ses bras, c'est je t'aime, mais aime-moi, quoi. Alors qu'il y a aussi la façon de, voilà, je te prends dans les bras, c'est gratuit, quoi, ça glisse. Enfin, c'est de la perception, mais ça se ressent, ce que je dis. Hein. Et puis surtout, c'est croire que les autres sont responsables de mon bonheur, évidemment, ça, et de mon malheur. Ça, c'est conditionnel. Maintenant, l'amour inconditionnel. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette 5e, voire 6e dimension, et que nous sommes tous en chemin, parce que nous sommes tous en chemin vers l'amour inconditionnel. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une illusion. Hein. C'est pas non plus, c'est réaliste et réalisable. C'est important qu'on aille vers un regard inconditionnel vers soi et donc vers notre prochain. C'est respecter son espace, c'est respecter son cadre d'intimité.
si c'est important de pouvoir laisser à l'autre et à soi-même un temps pour soi. Ça me fait penser que des fois, il y a des gens qui ont besoin de faire un débriefing. Ça vous fait rire, mais il y a des gens qui n'ont pas l'espace. Et je leur dis, écoutez, puisque monsieur ne rentre que tous les 3 jours, trouvez-vous un lieu pour débriefer. Parce qu'il faut le téléphone, c'est bien, mais voilà. Et peut-être ils sont là, mais j'aime beaucoup les couples qui viennent me voir parce voilà, quand je les recroise, ils vont bien, c'est super. Et j'avais trouvé le lieu de la buanderie. Non, mais c'est pas mal quand même pour laver son linge sale. Hein. Alors je leur avais dit, faites symboliquement quelque chose, puis dites, voilà, vous déposez chacun votre linge sale, voilà, chacun vous le brassez, mais c'est comme quand on lave son linge, on lave son linge pour soi, quand on le lave pas, enfin, si on lave un sous-vêtement, on lave celui de l'autre peut-être, mais d'abord on le lave pour soi, pour qu'il soit bien, pour qu'on soit content de le mettre. Tout ça pour dire que, allô, ça va? C'est super que tu écoutes une conférence à ton âge. Vous avez vu, on est tous des enfants intérieurs, on va y venir. Donc tout ça pour dire, voilà, laver son linge sale, c'est se poser, et donc c'est pas être dépendant du regard de l'autre. C'est vraiment pouvoir dire à l'autre, voilà ce que je vis, voilà ce que je sens, voilà ce que je souhaiterais, est-ce que pour toi c'est correct? Donc toujours pareil, essayer de composer, de faire une concession. C'est me donner le droit d'être humain. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui je fais un exercice de l'imperfection. Il faut que j'accepte, parce que je suis une ancienne, non, je suis toujours perfectionniste. Mais en tout cas, il faut que j'accepte d'être dans l'imperfection. Puis comme je disais ce matin, l'imperfection va m'amener au fait que ça ouvre une faille en moi. Et ce matin, j'ai choisi de me dire, c'est bon, si tu vois la faille en toi, c'est bon. Si tu vois l'ombre en toi, c'est super. Parce que ça va faire que la lumière va pouvoir continuer à rentrer. Donc c'est correct aussi. D'ailleurs, c'est ce qui fait que le soleil va bientôt poindre, n'est-ce pas? Il va rentrer dans tous nos cœurs. Je rigole. Me donner le droit donc d'être humain avec mes désirs, avec mes besoins, avec mes peurs, avec mes croyances, avec mes limites, avec mes blessures, avec mes forces, avec mes différences. Restez bienveillants, ayez de la compassion, ayons de la compassion pour qui nous sommes. Parce que si on l'a pour soi, on va en avoir pour l'autre et pour les autres. Et je ne crois qu'à ça. Vraiment. Il n'y a que ça qui sauvera le couple que je suis à l'intérieur, que nous sommes, que nous... Le couple dans le sens aussi que voilà, la vie fait qu'on se rend compte, homme-femme, mais pas forcément pour s'aimer en tant que couple. Hein. Il y a le couple au travail, il y a beaucoup de formes de couple, comme il y a beaucoup de formes d'amour. Hein. Voilà. Avant de s'engager, c'est important. Alors je fais beaucoup faire de bilan. Enfin, les gens viennent parfois me voir pour faire ce que j'appelle un bilan de santé sexuelle, mais la santé amoureuse et la santé du désir sexuel. Parce que parfois, il y a des gens qui désirent, alors je vais mimer pour ceux qui n'étaient pas tout à l'heure, il y a des gens qui ont l'élan du bas, mais c'est drôle, ils ne sentent pas complètement l'élan du haut. C'est important de se situer pour savoir si on est dans un espace d'amour inconditionnel, si on est dans la capacité de pouvoir sentir et à la fois le bas et le haut pour voir si l'autre va répondre à tous nos besoins et nos désirs. Savoir évidemment que je suis le seul responsable de tout ce qui m'arrive et que je suis même co-créatrice de tout ce que j'écris, de tout ce qui m'arrive. Ça, c'est pour se regarder en face parce que tout est miroir. Voilà. Si je le vois, quelque chose chez l'autre que j'aime, eh bien certainement que je le porte. Si je vois quelque chose chez l'autre qui me déplaît, il faudrait peut-être que je regarde d'abord qu'est-ce qui me déplaît chez moi. Et puis, effectivement, être en chemin tous pour s'accepter dans ce que je ne comprends pas, dans ce avec quoi je suis pas d'accord, c'est pas facile. Hein. Ça, je peux vous dire qu'il y a des situations aujourd'hui dans notre société qui confrontent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Et comme je ne veux pas parler de choses qui font mal, je ne parlerai pas de ce que aujourd'hui les informations nous demandent de réfléchir, y compris sur l'âge de la maturité sexuelle, tout ça. On pourra en parler tout à l'heure à la pause, mais pas en conférence, parce que il y a des choses là-bas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que donc comment s'aimer au final, parce qu'on ne nous a pas forcément appris. Hein. Aussi, il faut se dire qu'on est dans une génération de notre vie, on ne nous a pas forcément appris, donc il faut se pardonner. Il faut accepter des temps chemin pour s'aimer soi-même. C'est pas, moi je dis que c'est une école la vie, franchement, et s'aimer soi, c'est tout au long de notre vie au final. Hein. Et c'est important parce que sinon, exemple, on peut attendre que nos enfants nous aiment.
On peut attendre que notre compagnon réponde à tout ce dont on a besoin. On l'a vu tout à l'heure. Si je ne sais pas comment il est bon de me caresser, ben je vais laisser l'autre me toucher. Puis après, je vais dire, mais franchement, t'arrives à rien, quoi. Bah oui, mais si je l'ai pas guidé, si je l'ai pas demandé, si j'ai pas nommé mes besoins de comment je peux le ramener à moi pour qu'il puisse répondre, il serait heureux ou elle serait heureuse de répondre aux besoins. Donc, c'est important de pouvoir vraiment être au clair le plus possible avec ce qui va nous aider à pouvoir être en chemin, pour pouvoir s'aimer, s'accepter de manière inconditionnelle, sans jugement, avec, je dirais, bienveillance et compassion. Seulement, c'est trop simple. Là, on est dans le monde des bisounours, hein, parce que la vie, ce qui nous fait grandir, c'est pas d'être bien non plus. Ce qui nous fait grandir, sans être maso, hein, on va y venir. Mais c'est ce qui, quand même, traversait des épreuves. Et d'ailleurs, Stanquet, Josette Stanquet, qui est une Québécoise, a écrit ceci, entre autres. Ce n'est pas par masochisme que nous sommes en relation avec quelqu'un qui nous fait souffrir. Paradoxalement, c'est parce que notre corps émotionnel reconnaît dans cette situation ce dont il a besoin pour se guérir de son passé. Dit autrement, si je rencontre un homme ou une femme sur mon chemin de vie, c'est qu'il a de bonnes raisons d'être là pour certainement m'apprendre, au-delà de s'aimer, hein. Mais voilà. Et puis, avant que je n'oublie, je pourrais citer aussi Jacques Salomé qui, entre autres, disait si tu n'acceptes pas de t'aimer, il te sera difficile de recevoir l'amour dans le regard de l'autre, car si on ne s'aime pas, on sera toujours dans l'attente que l'autre nous nourrisse. Et on sera déçu, parce que l'autre ne pourra jamais nous aimer autant que ce que nous, on peut s'aimer. Et d'ailleurs, est-ce que tout le monde va bien jusqu'à maintenant? Eh bien voilà. On va commencer par revenir à l'intérieur de soi. On va faire une petite pause. Petite pause à l'intérieur. Moi, je vais vous inviter à fermer vos yeux si vous sentez que c'est juste, sinon à prendre un point et à faire un focus, à vous mettre dans votre corps, bien assis, voilà, la main sur le bas-ventre et à respirer dans votre ventre. Et je vais vous inviter à sentir ce qui se passe d'agréable dans votre corps, juste ça. Voilà. Et d'inspirer en conscience. Inspirer, j'aspire ce que la terre peut me nourrir, voilà. Et souffler sur tout ce que je souhaite plus vivre, laisser partir, tout ce qui est plus sombre et qui m'empêche de laisser entrer la lumière. Voilà, cherchez pas trop, laissez venir. Et tranquillement, en laissant votre respiration faire son travail à son rythme, je vais vous inviter à sentir votre gros orteil du pied droit effleurer la semelle de votre chaussure, juste tout en détente. Sentir le gros orteil de votre pied droit qui caresse la semelle de la chaussure. Et tandis que, justement, ce pied droit commence à se poser dans la douceur, prendre appui sur la semelle. Je vous invite à faire la même chose de votre pied gauche. Sentir le gros orteil de la chaussure qui touche, qui caresse la semelle. Et d'ailleurs, tandis que vous mettez votre conscience dans vos deux orteils, votre respiration continue à faire son œuvre, à vous ramener dans votre intériorité, votre jardin intime, votre cosmos intérieur. Vous l'appelez comme vous voulez. Et d'ailleurs, vous pourrez aussi l'appeler comme vous voulez. Vous pourrez faire appel alors ou au soleil, au grand tout, ou à l'univers, ou à votre sagesse intérieure, ou à votre conscience intérieure. Et je vais vous inviter à la mettre entre vos mains. Donc vous trouvez le mot qui est le plus juste. Et entre vos mains, vous allez faire appel à cette sagesse, cette conscience intérieure, et y placer toute la partie de votre histoire, tout ce qui constitue qui vous êtes aujourd'hui, depuis votre plus jeune âge. Et vous allez toujours, en vous laissant bercer par votre respiration, faire appel à
à tous les épisodes de votre histoire. Vous cherchez pas, hein, vous laissez venir les images, depuis que vous êtes bébé jusqu'à maintenant. Et vous allez laisser défiler les meilleurs moments de votre histoire où vous avez senti qu'on vous a aimé, tel que vous aviez besoin qu'on vous aime. Toujours en faisant appel à votre sagesse intérieure et en vous laissant guider par ce flux de douceur, de respiration. Je vous invite à continuer à cultiver ce moment, un des moments où vous êtes senti aimé, tel que vous sentez que vous avez encore aujourd'hui besoin d'être aimé, peu importe l'âge. Et si toutefois c'est difficile pour vous de repérer une période de votre vie où vous sentez que peut-être il y a eu plusieurs époques, alors on va repartir du petit bébé que nous avons tous été. Et je vous laisse laisser défiler le petit bébé que vous étiez, l'enfant que vous avez été, le petit garçon ou la petite fille, le jeune homme, la jeune fille, l'adolescent, l'adolescente, l'adulte. Et je vous laisse défiler rapidement l'épisode où vous sentez que vous avez encore besoin qu'on vous donne de l'amour inconditionnel, de la tendresse, d'être choyé, d'être pris dans les bras, d'entendre des mots doux, qu'on vous félicite. Et je vous invite à prendre le temps, vous aujourd'hui, en tant qu'adulte, de prendre soin de cet enfant intérieur et de lui donner tout ce temps, toute cette chaleur, tout ce regard bienveillant, toutes ces sensations kinesthésiques en le caressant, en le prenant dans les bras, en le berçant, en l'honorant. Tel que vous, aujourd'hui, vous aimeriez encore et encore que l'on vous donne de l'amour. Prenez ce temps d'honorer ce petit enfant intérieur et prenez le temps à la fois de le regarder, de le caresser, de l'admirer, de lui dire des mots doux, des mots d'amour qui aujourd'hui encore sont bons pour vous entendre, ou que peut-être vous dites à vos enfants, mais que vous avez oublié de vous dire à vous-même ou que vous n'avez jamais entendu pour vous-même. C'est vrai que parfois on est amené à donner ce qu'on n'a pas reçu, ou parfois au contraire, on a reçu et on a envie de partager. Et je vous invite maintenant à vous remercier d'avoir pris ce temps et d'avoir fait défiler les époques de votre vie où vous sentez que vous avez pu recevoir de l'amour et d'autres où vous avez moins reçu de l'amour et d'identifier justement la partie où vous êtes riche de tout cet amour reçu, puis la partie de vous et l'âge où vous avez moins reçu et aujourd'hui encore et encore vous aimeriez être nourri pour que vous puissiez petit à petit vous réconcilier avec cet enfant intérieur, car nous avons tous un enfant intérieur. Et si j'ai conscience de mon enfant intérieur,
il me jouera pas des tours parce que je vais pouvoir en prendre soin. Il criera pas occupe-toi de moi. Si toutefois j'ai pas pris conscience que je suis conçue aussi dans mon histoire, dans ma vie d'adulte, d'une part de moi qui est conçue de mon enfant intérieur, alors évidemment je vais avoir des difficultés dans ma vie d'adulte à pouvoir ressentir des émotions qui m'amènent à être dans la relation. Et du coup, je vais laisser mon enfant intérieur m'amener des souvenirs émotionnels, des blessures qui font que je vais être amenée à être en réaction. Donc, avant qu'on continue, je vais vous inviter à vous remercier, à vous caresser, à vous bercer. Voilà, si vous êtes en couple, à vous papouiller, tout ce que vous voulez, de vous faire du bien, de sentir votre corps, les pieds au sol, de prendre une bonne inspiration. De bâiller si nécessaire, de vous étirer si nécessaire, voilà, et de pouvoir revenir dans la réalité de votre corps, déjà d'aujourd'hui, et dans la réalité de la pièce, afin qu'on puisse continuer à regarder cette partie. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des questions? N'hésitez pas. Puis si vous hésitez, envoyez-moi des questions par écrit. Ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux questions de l'instant présent. Donc n'hésitez pas, c'est ça qui est passionnant, c'est de pouvoir répondre. Des questions, des commentaires? Non, on continue? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Mais n'hésitez pas à le dire, hein, ça ne me fâchera pas. Hein. Je suis perfectible, donc il faudra que je m'améliore. Non, on continue alors. Donc, nous sommes tous construits de 3 états du moi. Ça fait court rapidement à l'analyse transactionnelle, que je n'ai pas le temps de vous développer là. Mais dans cette analyse transactionnelle, on a deux choses très importantes à considérer. C'est l'enfant intérieur, notre enfant intérieur, qui se décompose en enfant soumis. Bon, S et R, rebelle. Mais le plus important en tant qu'adulte, hein, nous sommes tous des adultes, hein, c'est de développer notre enfant libre. Notre enfant libre, c'est celui qui s'émerveille, qui est joyeux, qui est léger, qui crée, voilà. Et ça vient nourrir notre adulte, ça vient nourrir nos émotions de l'adulte. Évidemment, en tant qu'adulte, nous avons tous des émotions d'adultes. Nos émotions d'adultes sont la peur, la colère, la joie, la tristesse. Mais ce sont des émotions qui nous aident à réajuster notre comportement dans la réalité. Ça veut dire que si, dans ma vie d'adulte, j'ai peur d'être en retard, je ne vais pas me mettre à trembloter, à paniquer. Donc, c'est pas mon émotion de petite fille qui va réagir, c'est mon émotion de « Ok, bah, t'es en retard, t'avais qu'à venir plus tôt. » Bref, j'ai une peur, mais la peur m'empêche pas d'être en relation. Je vais pouvoir m'adapter. J'ai de la colère en tant qu'adulte. Ok, ma colère, je vais la ressentir, je vais la nommer. Si je la nomme, je peux rester en relation. Mais si je commence à réagir, à être grossière, à être agressive, à être violente par les mots, par les gestes, c'est que mon état du moi petite fille est touché à l'intérieur. C'est quelque chose que j'ai pas digéré là, qui est injuste. Dans mon souvenir, il y a quelque chose qui colle pas. Et tout est comme ça dans les émotions. Donc ici, l'état du moi adulte et ici, l'état du moi parent. Mais c'est pas du tout pour ça que je veux en parler. Là, c'était pour revenir aux blessures. En tant qu'adulte, on vit ce qu'on vit dans notre vie. Et à un moment donné, il y a des situations qui nous ramènent à un mal-être, à des choses que là, on a du mal à avaler, à digérer. Et je crois que c'est important qu'on aille regarder. Donc, c'est pour ça que je voulais répondre plus à des questions. Vous êtes parti, monsieur? Ça grésille. Hein. Allô? C'est bon pour vous? Ça grésille. Hein. Ouais, c'est désagréable. Ce qui est important, c'est déjà d'apprendre, comme on l'a vu tout à l'heure, à s'aimer, s'accepter comme on est, parce que nous sommes tous des êtres, plus ou moins, à petite échelle, à grande échelle, selon notre histoire, et elle est singulière pour chacun. Nous avons tous traversé plus ou moins une mémoire de blessures, que ce soit l'abandon, même si nos parents ne nous ont pas abandonnés. On peut avoir vécu la perception d'être abandonné, mais c'est pas la réalité. L'abandon, c'est pas j'ai été adopté, c'est peut-être j'ai perçu, j'ai senti, mais dans la réalité, personne ne nous a abandonnés. Et quelles que soient les modalités,
Si c'est une perception, il faut l'écouter car c'est une blessure. Parce que ça veut dire que dans notre vie d'adulte, si on ne l'a pas regardé en face, que ce soit, oui je reprends, l'abandon, le rejet, deux grandes blessures qui peuvent donner envie de mourir, hein, en tout cas des idées noires. Hein, parce que là, ça vient vous chercher au tripes, c'est terrible, c'est affreux ça. Hein. Et les autres aussi, injustice, trahison, humiliation. Elles ne sont pas forcément plus agréables à traverser, mais ça vient moins chercher dans les tripes. Parce que l'art de l'être humain, c'est que quand on a vécu une blessure, on se la fait payer. Ça veut dire que si la personne a vécu dans son histoire une sensation d'abandon, eh bien, dans son scénario de vie, inconsciemment, évidemment, elle va s'abandonner elle-même. Elle va abandonner une partie d'elle-même au détriment, au bénéfice de l'autre. C'est-à-dire qu'elle va s'oublier, elle va s'abandonner. Elle va abandonner qui elle est en donnant tout à l'autre. Elle s'oublie. C'est un des principes de la blessure. Mais c'est surtout que s'il arrive quelque chose dans sa vie à cette personne-là, s'il arrive dans les choses les plus terribles, encore que je n'aime pas comparer les souffrances parce qu'on est vraiment chacun unique. Mais pour avoir travaillé le deuil, la perte d'un être cher, c'est terrible. Mais je tiens à dire que le divorce, les séparations d'aujourd'hui sont aussi terribles. Pourquoi ? Et je me souviens d'avoir travaillé le deuil avec Rosette Poletti et Michel Anus avec un H, parce que j'ai fait mon mémoire là-dessus à la faculté de médecine de Bobigny, que tout le monde rigolait. Moi, je rigolais pas. Parce que j'avais travaillé le deuil de la sexualité, l'amputation des seins et de la prostate, j'ai dit tout à l'heure, mais j'avais travaillé autre chose. J'avais fait passer des questionnaires, parce que je m'étais rendu compte dans ma clinique, dans mon travail clinique, que les gens perdent un être cher ou qui divorcent, ils souffraient autant. Et effectivement, on s'est rendu compte que c'est aussi terrible. Je ne veux pas comparer, donc je vais essayer d'avoir la parole impeccable, comme les accords Toltec me le demandent. C'est différent, c'est aussi terrible parce que quand l'autre est parti, il est mort. C'est affreux parce qu'on se sent pour beaucoup abandonné. On peut lui en vouloir, on peut se sentir seul. Mais il n'est plus là. Et après, selon le travail que l'on fait, après selon un cheminement personnel, bon, il y a tout un travail d'attachement et de séparation, tout ça, on verra ça l'année prochaine. Mais par contre, quand l'autre quitte, il s'en va, il vit avec quelqu'un d'autre. Il est encore vivant. Et il prend du plaisir avec l'autre. Et ça c'est affreux. Ça, c'est quelque chose qui est indigeste et voire... voilà. Donc là, la personne va se sentir rejetée et abandonnée. Alors après, toute la jalousie, toutes les émotions désagréables qui peuvent ressurgir. Alors vous allez me dire, oh, mais c'est trop simple d'aller regarder les blessures de notre enfance quand dans notre vie réelle, on vit des blessures pareilles. Oui, ça, c'est pas faux. Puis c'est sûr que ça vient pas toujours résoudre. La solution n'est pas toujours trouvée dans la vie d'adulte, même si je résous, et je suis en cours en tout cas de cheminer dans mes blessures d'enfant. Mais ça vient apaiser beaucoup de choses. Ça vient nous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait que je souffre autant. Alors oui, l'autre, on est attaché, on est fusionnel, on ne faisait qu'un, on était complices, on faisait tout ensemble. Ben justement, peut-être que là, il y a quelque chose qui est venu dire, peut-être qu'il y avait besoin de prendre une certaine distance pour que chacun s'autonomie, chacun retrouve un espace, s'individue, l'individuation. S'individuer, c'est pas être collé l'un à l'autre. C'est pas non plus être en diffusion, être contre l'autre. Chacun se pose dans son identité, dans ce qu'il est venu faire sur la terre, et on met en commun des choses qu'on aime faire ensemble. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir pu, en tant qu'adulte, pour faire ça en tant qu'adulte, si la blessure n'est pas trop grosse, c'est dur des fois de cheminer seul. Il y en a qui peuvent le faire sans venir voir des gens comme nous. C'est correct pour moi. Mais parfois, il y a besoin qu'on donne la main parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de mourir après une séparation, une trahison, tout ce dont vous avez entendu parler, voilà, que j'ai pas besoin de reprendre. Donc ces blessures demandent à ce qu'on prenne soin énormément. Ça peut amener des comportements dans la vie d'adulte très violents. Des comportements qui ne se contrôlent plus. C'est-à-dire que quelqu'un, admettons, a vu sa compagne ou monsieur, parce qu'il ne faut pas qu'on pense que c'est plus l'un que l'autre. Moi, je ne suis pas à savoir si c'est plus les hommes que les femmes. Pour moi, c'est pareil, je ne suis pas là-dedans. Mais admettons, monsieur voit que madame a un amoureux. Et il s'en rend compte au fur et à mesure, alors qu'en général, les hommes voient moins
que les femmes. Encore que ça aussi, c'est des généralités qu'il ne faut pas dire. Et là, tout à coup, lui, il a une mémoire, mais une mémoire d'une histoire d'abandon, horrible histoire avec son papa, sa maman, ses frères et ses sœurs. Et là, dans un élan de noirceur dans sa tête, la souffrance l'envahit. Et là, c'est la révolte. Et la révolte peut l'amener, non pas à une colère saine d'adulte, à dire oh là, je suis fâché, ou à être triste, et à pleurer, ou à avoir peur. Non, là, c'est plus du raisonnable. Là, la personne est envahie par une blessure de son petit enfant intérieur. Et là, on peut s'attendre à tout, y compris des gestes incontrôlables. C'est ce qui amène dans les jalousies. Hein, parce que là, ah, c'est moi? Oh, c'est un super, faut me le dire. Là, c'est trop. Encore? Là, c'est bon? Non, c'est pas bon pour tout le monde. Là, c'est bon? Donc, ce que je veux dire, c'est que ça peut amener à des attitudes. Bon, le suicide, c'est je me retourne contre moi, la culpabilité, la colère, mais ça peut aussi amener à des meurtres. Et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre travail, la différence entre les colères blanches et les colères rouges. J'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais ça, je le traite. Parce que tout ce qui s'appelle, nous, on appelle ça les compulsions la colère incontrôlée, c'est comme une forme d'addiction. Enfin, il y aurait tout un tas de choses à dire là. Mais ça amène à des émotions incontrôlables. Et il ne faut surtout pas toucher à quelqu'un qui a une colère blanche. Tout ça, c'est des choses que j'expliquerai plus tard. Parce que c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de blessures et il est prêt à tuer, quoi. Et ça se voit malheureusement. Hein, ça se voit. Donc, il y a des précautions à prendre sur les blessures. On ne joue pas avec les blessures, avec les siennes évidemment et avec celles des autres. Mais ça serait trop simple si tout était comme ça. Parce que comme vous le savez comme moi, il y a des gens aujourd'hui qui s'amusent à manipuler le monde. Et je ne veux pas trop non plus aller vers tout ce qui est dysfonctionnel, vers tout ce dont on entend très souvent parler, parce que je sais que de plus en plus, il y a des gens qui s'amusent à jouer avec la souffrance de l'autre. Donc on les appellera manipulateurs. Ça, c'est pas le but aujourd'hui, mais j'ai conscience. Et malheureusement, j'en reçois. Et toutes les personnes qui sont ici ou pas ici, que j'ai reçues, qui vivent ça, elles savent que j'ai de la compassion, que je fais le maximum, parce que vraiment, des fois, ça va vraiment loin. Ça va vraiment loin sur nos innocents qui n'ont pas demandé à naître, c'est-à-dire nos enfants. Et ça, c'est terrible. Et ça, ce sont des blessures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les gens qui se permettent de faire du mal sont des gens qui sont... comment je cherche le mot, pas exclus de souffrance, c'est tout le contraire, mais simplement qui sont à l'inverse de nous, qui je pense si nous sommes là, nous sommes sur un chemin de conscience. Ne cherche surtout pas à avoir conscience, et au contraire, puisqu'on sait que la perversion, c'est celui qui se réjouit et voir que c'est jouissif de faire mal à l'autre. Mais ça, c'est pour moi du dysfonctionnement, c'est pathologique, hein, je n'en parlerai pas là. Mais la notion des blessures peut aller jusqu'à là. Donc, cette notion de blessure, c'est là que j'aurais aimé répondre à des questions, parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais mieux que ça, si vous ne me dites rien, je ne vais pas dire plus. Je vais vous inviter à refaire une petite méditation. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que vous n'êtes absolument pas obligé de la faire, d'accord? C'est pas obligatoire, évidemment. Si vous vous sentez, surtout celle-là particulièrement, parce qu'elle va vous ramener dans des bons souvenirs, j'espère, c'est si vous vous sentez en sécurité, voilà, dans le lieu où vous êtes, dans l'espace où vous êtes. Et puis sinon, vous pouvez, de toute façon, ça va être une séance là où vous allez projeter sur un film les périodes de votre vie. Donc, vous pouvez vous voir comme ici, tiens, voilà, vous projetez une partie de votre histoire comme si vous étiez observateur ou acteur. Mais attendez, je crois avoir vu une main levée. Attendez. Mais par contre... Bon, écoutez, je vais écouter ce que vous me dites et puis je vais le répéter tout. Je sais pas où est le micro. Je sais pas où il est, c'est pas grave. Ça me permet. J'aime bien aller au-devant des gens. Allez-y, je vous écoute. Et oui, mais ça fait partie des choses. Bon, la question, c'est que faire face à des gens qui jouissent de faire mal aux autres. Mais là, c'est vrai que c'est pas partie des choses, mais je m'attendais bien à ce qu'on me pose la question parce que je sais qu'on est très envahi en ce moment, même par les médias, par ça. Mais quoi qu'il arrive, la première chose à laquelle je peux répondre, c'est revenons à l'intérieur de nous.
Et regardons qu'est-ce que ça vient dire. Et en général, le petit jeu pervers qui est en train de se jouer, c'est que ça vient nous confronter à notre propre estime de nous. Alors ça, c'est un mot qui est galvaudé par tous les psys qu'on peut imaginer de la Terre. C'est très facile. Confiance en soi, estime de soi, blablabla. C'est pas si simple que ça. Oui, je vais le répéter. Comment pousser ? Alors là, cherchez pas. Alors là, je vais être radicale. Je ne l'aurais pas été il y a quelques années, mais des études ont montré, je pense que je l'ai dit, que je m'intéressais à tout ce qui était quantique et les neurosciences, non ? Ou c'est à l'autre conférence, je ne sais plus. Et en tout cas, en coaching quantique, on s'est rendu compte. Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Alors, comment il faut manger le micro, ou sucer la glace, ou faire preuve d'imaginaire, comme vous voulez. Allez. Comment pousser l'autre à se remettre en question ou à faire un travail intérieur pour changer et ne plus être violent envers son partenaire, etc. Oui, mais ça, vous me parlez de l'autre, là. Oui, alors, c'est toujours la même chose. Quel que soit le problème qu'on rencontre, vous voulez... Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, alors, gardez-le. Oui, merci, monsieur. Alors, c'est toujours le même problème, c'est que l'autre, on peut rien faire pour lui. Et puis, qui plus est, j'aurais pas été aussi catégorique il y a quelques années, mais aujourd'hui, je le suis un petit peu plus. Eh bien, figurez-vous que, déjà, on ne peut pas soigner l'autre s'il n'a pas de demande. Jusqu'à là, je vous apprends rien. Ok. Mais pire que ça, c'est que, et ça, on l'a vu chez les pédophiles, qui sont des gens, et puis dans d'autres dysfonctions sexuelles, figurez-vous qu'au-delà du fait que ce soit jouissif de faire mal à l'autre, c'est que si on regarde au niveau des IRM, ces personnes-là, vous savez que quand on regarde les IRM, quand on a de la joie, ça s'allume en rouge, notre petit cerveau limbique s'allume en bleu, nana. Quand on fait des méditations comme Mathieu Ricard, on a des petites lumières. Eh bien, figurez-vous que ces gens-là, les pervers narcissiques, pour pas les nommer, mais je ne veux pas polluer notre. Là, je voulais faire un petit truc, mais bon, faut rester réaliste. Eh bien, figurez-vous qu'ils n'ont pas, la glande pinéale ne fonctionne pas pour l'empathie. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux qui n'est pas éduquée, mais même plus que ça, qui n'est pas structurée, qui n'est pas ouverte pour la bienveillance et l'empathie. Ils n'ont pas ça. Donc, faut pas attendre de ces gens-là quelque chose qu'ils n'ont pas. Je dis pas que c'est pas transformable. Moi, je suis ouverte et que je crois, et je vais pas être paradoxale à dire que je crois au potentiel humain. Mais ça veut dire qu'il faut qu'ils travaillent sur eux. C'est pas comme ça, d'accord ? Donc, si vous voulez, lorsque l'on vit une difficulté comme ça en couple, moi, la première personne qu'il faut aider, c'est celle qui en est. Alors, j'aime pas le mot victime, car on est victime que de soi-même. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais cela dit, effectivement, l'extérieur m'a ramené au fait qu'à un moment donné, oui, je suis quand même victime de quelqu'un qui est dans une perversion et une maltraitance et puis un abus et tout ce qu'on veut. D'accord ? Mais si je repose la question autrement, alors c'est pas obligé que ça vous convienne, madame ou à d'autres, mais moi, je vais dans le sens de ce à quoi je crois et que j'essaye de m'appliquer le plus souvent possible. Quelle est la partie de moi que je me laisse abuser ? Quelle est la partie de moi que je vends à l'autre pour qu'il m'aime encore ? Qui c'est qui chante ça ? Céline Dion. Ben évidemment, une québécoise. Non, je rigole. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Est-ce que j'ai conscience qu'à un moment donné, mais ça, on ne peut en avoir conscience que malheureusement, des fois, après des années et des années. Mais il ne faut pas s'en vouloir de ça. On fait comme on peut. Avec l'histoire qu'on a eue quand on était petit, avec le soutien qu'on a eu dans notre cheminement d'adulte. Et puis aussi, on n'a pas toujours été cet homme-là, ou cette femme-là. Attention. Moi, je reçois des femmes battues, oui, mais je reçois des hommes battus, oui. Donc là, pareil, faut pas non plus généraliser. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être cet homme-là ou cette femme-là, au départ, était toute douce. Il y a quelque chose dans son histoire de vie, un deuil très souvent traumatique. Moi, le deuil traumatique, ça vient amener une perturbation dans les comportements, c'est vraiment terrible. Alors, c'est ou des perturbations dans le comportement, ou le corps devient malade. Il met des mots MAUX, on fait comme on peut avec soi, avec qui on est. Mais donc, c'est pas pour excuser ce que je dis. C'est que
Pardon? C'est pas pour excuser, c'est juste pour qu'à un moment donné, la personne qui vit aux côtés d'une personne qui tout à coup a changé d'attitude se fasse aider et protège ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que ce sont les enfants qui s'emballent de ping-pong. Et là, ça, c'est très, très dangereux, je trouve, pour eux, pour leur psychisme. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je ne peux pas y répondre plus que ça, parce qu'évidemment, ce sont des gens blessés, c'est évident. On le voit chez les pédophiles, bien sûr. C'est ma révolte personnelle. Je peux en faire écho d'un tout petit peu quand on voit les meurtres et tous les drames que l'on voit, mais évidemment, on va trouver une excuse dans l'enfance. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord qu'il y a des drames et des choses. C'est vraiment, c'est difficile. Mais quand même, à un moment donné, je pense qu'il faut amener les gens, voilà, même en prison. Je rends hommage à une de mes collègues qui est décédée, qui travaillait dans les prisons Saint-Michel, que j'étais admirative qu'elle fasse le boulot qu'elle faisait. Salut Marie-Yvonne, parce que franchement, elle travaillait avec tout type de personnes, comme sexologue, pour les amener à être en soins. Et ça, je trouvais que c'était vraiment merveilleux d'avoir cette foi, cette force de l'amour, d'aller vers des gens qui, quand même, pour certains, n'ont pas fait que des belles choses. Donc voilà, pour moi, tout le monde a besoin de soins. Mais bon, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne demande rien. Par contre, si vous avez dans votre entourage des gens qui vivent ça, encouragez-les à être aidés. Ne les laissez pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a tendance à être dans la solitude. On s'enferme. Parce que personne ne veut nous croire. Parce que c'est pas possible que ce soit vrai. Mais non, mais pas lui. C'est pas vrai. Non, 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 c'est pas possible. Habillé comme il est, le métier qu'il fait, je ne sais quoi. Si vous saviez, on en voit dans tous les milieux de la violence, des meurtres. Mais alors dans tous les milieux. Hein? Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de catégorie sociale exemptée là. Donc tout ça pour dire voilà, nous sommes des êtres humains en chemin et on a l'histoire qu'on a et faut qu'on accepte d'être en souffrance. Donc si vous avez le plus beau cadeau qu'on peut faire, c'est voilà, être à l'écoute de quelqu'un. De toute façon, toujours croire. Parce que pour moi, ce que la personne dit, si elle ment, elle se ment à elle-même. Pour moi. Oui, monsieur. Oui, j'ai une petite question. Je voudrais savoir quels sont les stades avant la perversion et puis comment faire pour ne pas tomber dedans et aller plutôt dans l'autre sens. Mmh. Très souvent, l'origine de ça, une des origines, parce que j'ai absolument pas la... enfin, ça sera pas exhaustif. Il y a beaucoup à l'origine de ça, dans les conflits, si on prend un couple, à un moment donné, la personne qui a une blessure d'injustice, de trahison ou d'humiliation, si sa compagne ou son compagnon lui dit non, c'est pas comme ça, et qu'à force, elle le diminue, et que lui ou elle, dans son histoire de petit garçon, de petite fille, a été humilié, a été trahi ou où on a vécu de l'injustice, ça va faire sécréter chez la personne beaucoup de ressentiment et de rancœur. Donc l'origine, pour moi, c'est une blessure. Ce sont des blessures, pas qu'une. Hein. Donc là, je vous en ai cité 3, parce que la blessure de l'abandon, on se laisse souvent tomber soi-même, une partie de soi. Et on a tellement peur si l'autre s'en va, quoi. C'est juste... Enfin, voilà. Le rejet, c'est pareil. Si je me sens rejetée, je ne suis plus rien. Sans l'autre, je ne suis plus rien. Ça va? Par contre, si j'ai vécu de l'injustice, si j'ai été trahie, piétinée, humiliée, vraiment salie, à un moment donné, c'est comme si l'intégrité de la personne a été, salie. Et là, il y a comme la personne ne gère plus ses émotions. La rancœur, le ressentiment, la haine, la révolte, tout ce qui est de plus acide peut ressurgir. Et c'est la vengeance, hein, c'est donnant, quoi. Et là, c'est monsieur, comme vous, enfin, messieurs, dames, et nous tous, comme on le sait, on peut aller très, très vite dans l'escalade du négatif. Enfin, moi, je vais le faire comme ça. Dans l'escalade du négatif, que ça nous amène vers le bas, d'accord? Et on est très fort si on veut se laisser aller là-dedans. Ça demande beaucoup d'assertivité, de conscience, de recentration, d'aller vers
l'escalade du positif. Hein. Ça nous demande quand même beaucoup d'estime de soi aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une des origines, c'est sûr que c'est la blessure. Ce sont les blessures. D'où l'importance d'être en contact avec notre enfant intérieur et d'en prendre soin. D'ailleurs, je tiens à dire que dans le couple, d'une manière générale, comme je dis aux gens, vous savez, le couple, c'est un havre de croissance, de sécurité, d'amour. Et dans le couple, on peut très bien répondre à ses besoins adultes, hein, donc amoureux, de caresses, de tendresse, de faire des choses ensemble, de complicité, tout ce qu'on veut. Mais on peut aussi, à des moments, je pense encore une fois au deuil, au traumatisme, au choc, aux mises à la retraite, enfin toutes les choses de la vie qui viennent nous faire mal. Et ben de temps en temps, vous savez, ça fait pas de mal de se glisser dans les bras de l'autre et voilà de se laisser bercer. Hein. Dans le couple, on peut aussi, en conscience, être un grand enfant. Ça n'empêche pas de vivre sa vie de couple. On est quand même des bons amis à soutenir. C'est pas votre thérapeute, votre conjoint, mais quand même, on peut vivre aussi si on est conscient à différents niveaux. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, voilà. Donc, pourquoi je disais ça? Parce que c'est un apprentissage, être dans l'équilibre avec soi. Il faut être en équilibre avec ces parties qui ont souffert, avec ces parties qui ont été dans la carence affective, celles qui ont reçu de l'affection, puis celles qui auront toujours besoin, puis Dieu merci, on aura toujours besoin de recevoir de l'amour et d'en donner. Mais c'est pas la même chose, j'ai envie de dire, que de l'extirper, que je te donne pour que tu me donnes. Je sais pas comment dire. C'est l'amour de dépendance, c'est l'amour emprisonnant, c'est l'amour étouffant. Et l'autre, c'est l'amour libérateur. C'est, voilà, quand je donne, voilà, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, mon cœur y bat, c'est parfait. L'autre, il donnera ce qu'il peut, puis s'il donne pas, c'est pas aujourd'hui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans le couple, c'est pas ça qui se passe, hein, entre parenthèses. C'est que comme on est encore quand même dans un schéma assez archaïque quelque part, parfois, hein, faut quand même pas rêver. Hein. L'autre va vous donner de l'amour, il va vous faire des crunch là. Ah ouais, mais l'attente et le résultat, c'est pas forcément ce qu'on croyait. Et oui, et c'est là que la communication, que j'ai pas complètement eu le temps de dire tout à l'heure, c'est là que c'est important de nommer ses besoins. Parce que c'est là qu'on peut se sentir rejeté aussi. C'est que quand l'autre ne répond pas à son besoin-là, parce que souvent les hommes, c'est là qu'ils existent, et c'est pas jugeant, c'est leur anatomie, leur physiologie, leur archétype est là. Un homme qui perd son érection perd sa carte d'identité, m'a toujours dit. Mon professeur. Et oui. Donc ça veut dire qu'on peut être blessé, on peut se sentir rejeté si l'autre ne vient pas aussi nous connecter. Et beaucoup d'hommes se plaignent que les femmes ne viennent pas vers eux. Mais à l'inverse, beaucoup de femmes se plaignent que les hommes, viennent essentiellement dans le bas et ne donnent pas dans le haut. Donc les femmes se sentent aussi rejetées. Et oui, c'est pas simple. Hein. Mais très souvent, on donne à l'autre ce qu'on aimerait que l'autre nous donne. Ça veut dire que les hommes, pour schématiser, grosso modo, les hommes sont habitués à aller plutôt vers le bas, parce que c'est ce dont ils ont besoin pour eux, pour se planter dans leur masculin. Ça va jusqu'à là? C'est pas parce que je regarde là-bas qu'il n'y a que qui m'intéresse, hein. On est d'accord. Et très souvent, les femmes font aux hommes ce qu'elles rêveraient avoir, c'est-à-dire blablabla, blablabla, blablabla. Alors, à la fin de la journée, je vous raconte pas. Hein, surtout qu'un homme va surtout à l'essentiel et les femmes on le sait, ont plusieurs cerveaux. Et surtout, elles adorent plus être entreprises par le haut et ensuite on voit si on descend vers le bas. Tout ça pour dire qu'on donne à l'autre ce qu'on rêverait avoir. Alors, si on en a conscience de où on se situe pour soi, ça va. Parce qu'en conscience, on peut dire, bon, là, je me sens pas complètement ouverte, réceptive, disponible, je vous passe, j'ai mal à la tête, je vous passe tous les trucs. Hein. Parce que ça, c'est du pipeau, tout ça. On est d'accord. Vaudrait mieux pouvoir dire, écoute, je me sens pas réceptive, ou tu sais bien que moi, il me faut 3 quarts d'heure. Non, mais parce que c'est vrai, en plus, certains vont vous dire, moi, je pose pas trop de questions sur des choses aussi précises, mais certains, quand même, ont le plaisir de vous dire, mais vous savez quand même, madame, mais moi, je me mets à leur place aux hommes. Hein. Je voudrais pas être à leur place, d'ailleurs. Mais vous savez quand même, je la caresse 3 quarts d'heure. Hein. Et moi, je lui dis, dites-moi, chapeau. Hein. Vous avez une sacrée capacité à tenir l'excitation. Hein. Parce que 3 quarts d'heure, c'est énorme. Ça veut dire que madame a besoin de temps pour pouvoir faire émerger son excitation. Mais moi, ça veut dire, si ça me prend autant de temps, ça veut dire que madame n'a pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, en bas. Ça, c'était la conférence précédente. Revenons à ces blessures.
le pourquoi aujourd'hui en couple, on est de plus en plus en difficulté de pouvoir instituer un lien durable. Parce qu'à un moment donné, on ne croit plus forcément que... On croit toujours que c'est l'autre. D'abord, de plus en plus, on pense que c'est les autres. Ça, c'est... Pour moi, la plus grande des difficultés, c'est celle-là. Hein. C'est de se regarder en face. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se séparer, parce que là, il y a encore une autre approche. C'est qu'on peut se séparer, mais moi, là où je travaille le deuil et la séparation, et pourquoi j'y crois? Comment tu t'appelles, toi? T'es mignon comme tout. Eh bien, j'y crois parce qu'on peut se séparer en conscience. Si on se sépare et qu'on sait qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu besoin de quitter l'autre ou de me distancier de l'autre, si je sais qu'est-ce que ça vient m'aider à guérir, G-A-I-E plus loin R-I-E-R, alors je suis sur le bon chemin. Parce que je peux me séparer dans la paix. Parce que de toute façon, une chose est certaine, hein, c'est que si on consomme une relation, on enchaîne, ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, ça veut dire qu'à un moment donné, on va retrouver toujours les mêmes scénarios de vie. On a un partenaire, on le quitte. Alors c'est vrai pour les couples homosexuels et hétérosexuels. Il n'y a pas de distinction pour moi, j'ai oublié de le dire, je m'en excuse. Dans les modes d'expression de la sexualité, pour moi, tout est juste. Et on retrouve de toute façon les mêmes scénarios. Ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, que ce soit l'homme ou la femme, à un moment donné, le scénario de douleur, c'est parce que le monsieur me regarde, c'est l'heure. Je voudrais vous faire une méditation. Tout ça pour dire que voilà. Qui a suivi? Qui me rappelle le dernier mot de ce que j'ai dit? Hein? Ah, voilà. Dans le scénario de douleur, évidemment, oui, il y a des choses qui se rejouent. Et donc, si on n'a pas pris conscience de qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que j'ai eu besoin de rompre la relation, que j'ai dû travailler sur mon détachement, ma fusion, tout ça, on va attirer dans notre vie. De toute façon, on attire ce que l'on vibre. On attire de là où on en est soi-même. Et tout est juste. Parce que peut-être la personne qu'on a rencontrée, que vous avez rencontrée hier, aujourd'hui, eh ben c'est celle-là qui fera un bout de chemin, qui vous fera grandir. Donc, c'est avec ça qu'il faut continuer à cheminer. Voilà. Moi, avant qu'on... Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allez-y. Viens. Bonjour. Oui, bonjour. Non, mais en fait, j'avais juste deux petites questions. Une, vous avez dit ça fait partie d'un chemin, d'une philosophie plus globale, c'est-à-dire la psychologie intellectuelle. L'analyse transactionnelle. Analyse transactionnelle. Et d'Éric Berne. Éric Berne. C'est gagnant-gagnant, exemple. Hein, c'est comment on coupe être gagnant-gagnant. Oui, je vous écoute. Hein. Et la deuxième question, en fait, vous avez parlé des colères blanches et des colères rouges. Si vous pouvez nous dire juste vite fait deux petits mots par rapport à ça, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est quand on voit dans notre partenaire la colère qui vient justement de cet enfant intérieur, oui. De quelle façon justement on peut l'accompagner dans ces chemins-là en fait? Oui, c'est une très bonne question. Ben déjà, pour poser cette question, ça veut dire que vous êtes en couple capable de pouvoir nommer ce que vous ressentez. Tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir nommer, tu sais, je comprends que tu sois en colère. Puis je comprends, tu sais, que ça te touche beaucoup là, vu ce que tu as vécu. Ben là... Viens là. Ah ouais. Tu m'as fait très peur. Allez, viens. Qu'est-ce que tu voulais voir là-bas? Dis-moi. Il y avait quelque chose. Bah oui, tu veux voir. Bah, on va regarder, puis on va revenir dans la salle, d'accord? Parce que moi, là, tu vois, j'ai une peur de grande, moi. Oh là là. Tu vois, c'est encore plus beau en bas. Tu vas descendre et tu vas le voir, d'accord? C'est bon. Parce que là, tu vois... Oui, je me doute. Mais voilà, t'as vu? Tu vas aller voir en bas maintenant. Ouais. C'est ça que vous vouliez, hein? Vous voulez que je dise... Voilà.
En 2 mots. Selon comment on a été éduqué, vraiment en 2 mots, parce que je vais vous faire une petite méditation, vous allez passer en revue une de vos relations amoureuses, vous allez choisir de la projeter sur un film pour écouter qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui, écouter ce qui est bon pour vous. Dans notre enfant intérieur, dans notre petit enfant, état du moi enfant, Eric Berne parle de état du moi enfant, état du moi adulte, état du moi parent. Selon l'éducation et le modèle parental que nous avons eu, on a pu être un enfant soumis, qui s'écrase, qui se fait tout petit, qui a tellement peur, il se fait tout petit tellement. L'idéal pour lui, c'est d'être aimé, mais il sent qu'il sera aimé conditionnellement. Donc, il se soumet au point pour certains de faire le métier que les parents veulent qu'il fasse. Hein. Donc, ça va loin. Et où on a pu être enfant, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, 14 ans, rebelle. On s'oppose, et on le voit aujourd'hui, hein, de plus en plus, va falloir, nous parents, être vigilants. Mais se rebeller n'est pas s'affirmer. Hein. Se rebeller, c'est faire des manifs, c'est être contre. C'est pas j'affirme qui je suis. Attention à ça. Donc, le fait d'être rebelle fait qu'on est toujours dans un état du moi enfant. Pareil, il y a des adultes qui aujourd'hui râlent, mais comme des grands bébés, comme des adolescents. Et si vous leur demandez, mais qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce qui serait bon et juste pour vous? Comment est-ce que vous voyez le réaliser? Par contre, ils vont vous décrire tout ce qu'ils ne veulent pas, comment ils vont s'y prendre pour tout casser. Pour des gens dont on a parlé tout à l'heure, là, que j'ose même plus nommer le mot, ça, je peux vous dire qu'ils savent. Hein. Alors, ils sont très astucieux pour démolir, mais voilà. Et là, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est cultiver l'enfant libre. L'enfant libre, c'est celui qui nous met adultes là, joyeux, dans la créativité, dans l'imagination, dans tout ce qui est libre, dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, voilà. Et qui fait que l'adulte cultive aussi sa joie. C'est ce côté un peu, je sais pas moi, enfin, oui, enfant, ado, rester, cette fraîcheur, cette pétillance, voilà. Je sais pas comment. Est-ce que ça répond à votre question? Non, complétez alors. Justement, ma question, elle concernait. Cette différence justement entre la colère blanche et la colère rouge. Et quand je vois la colère justement qui vient de cette partie de l'enfant intérieur, qui n'est pas une colère d'adulte, mais qui est une colère d'enfant, comment je peux l'accompagner dans ce cheminement? Alors, d'accord. Pardon. Alors, effectivement, j'ai dévié, je m'en excuse, mais c'était. Toute personne en colère est une personne en manque d'amour. Et que ce soit un enfant, que ce soit un adulte en colère, avec sa permission, si vous le prenez dans ses bras, il va s'effondrer en larmes. Car derrière toute colère, il y a beaucoup de tristesse. Très souvent. D'ailleurs, un enfant qui pique une colère, il pleure après. Il lâche des larmes. Bon, c'est pas bien méchant. Hein. Mais par contre, comment faire la différence? Ça, c'est une bonne question. Les colères rouges sont, comme disent les Québécois, des pisse-vinaigres. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont de la chaleur, qui se mettent à suer, et après, ça retombe. Et là, ils ont les jambes molles, ils viennent demander pardon, et ça recommence 3 quarts d'heure après, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est pas une colère portée, c'est une colère comme ça là. C'est pas des, voilà, de toute façon personne n'est des mauvais, c'est pas des mauvais bougres, j'allais dire, mais voilà, mais c'est pas bien méchant. Ils ont besoin quand même d'évacuer. Je précise une chose très importante à ce propos, pour faire un petit lien avec la sexologie quand même, c'est que quand on décharge beaucoup par le haut, à votre avis, qu'est-ce qui se passe en bas? Maintenant, vous avez compris la différence entre le haut et le bas. Alors, mon cher professeur, parce qu'il est bien avec moi aujourd'hui, qui a beaucoup enseigné en Italie, et qui a beaucoup d'Italiens, vous savez, les Italiens sont des hommes comme ça, et les femmes caquettent dans les cours, et alors, Jean-Yves, parce que nous, on a fait beaucoup d'observations, que ce soit au Québec, c'est comme ça que j'ai appris à lire les corps, mais sans qu'on connaisse les gens, je peux lire les corps, mais il nous a fait lire les corps, mais les corps, c'est pas que le corps, c'est la voix, c'est tout ça. Et il disait, à ton avis, non, c'est trop grossier, non, quand même pas, non. Non, plus tard, parce que franchement, c'est trop grossier. Non, ça concerne le haut et le bas, bon, une autre fois. Alors, mais justement, la colère blanche et la colère rouge, ça concerne le haut et le bas, figurez-vous. Que la personne qui est beaucoup dans l'impulsivité, parce que ça va souvent avec l'impulsivité, c'est des gens qui sont beaucoup dans l'intensité émotionnelle.
Donc, faut pas les accuser de quoi que ce soit. C'est qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions et c'est qu'ils sont très intérieurs en plus. Souvent, c'est des gens carapacés qui n'osent pas. Mais quand la goutte a débordé, il y en a qui perdent une colère une fois par an. Mais alors, une fois par an, vous ne pas être devant eux. Voyez, parce que là, voilà. Donc, et là, on le voit, je le redis, à la chaleur, à la couleur du visage. Ça, c'est la colère rouge, qui amène que la personne ne sent plus rien dans le bas. C'est-à-dire, elle est complètement bas. Par contre, la colère blanche, c'est quelqu'un, en plus, c'est quelqu'un qui parle le rouge. La colère blanche, c'est quelqu'un qui est comme ça. Tout est crispé. Le sang ne passe plus. Il est tout blanc. Les yeux peuvent ressortir. Il est tout rigide. Et là, attention. On ne joue pas avec quelqu'un qui a une colère blanche. Car dans les recherches, mon professeur était quand même un ancien théologien, criminologue, un expert de la cour, nani nana. Donc il en a vu beaucoup. C'est lui qui a inventé la colère rouge et la colère blanche, en tout cas dans notre métier. Et il s'est rendu compte que les gens qui tuaient sont des gens qui avaient des colères blanches. Donc la colère blanche, c'est des gens qui sont spastiques. Ils ne peuvent plus. Et ils deviennent blêmes. Et là, s'ils deviennent blêmes, là, c'est... Parce que justement, pour pouvoir reprendre la circulation du sang, c'est bête à dire, vous savez, les gens qui tapent, qui s'arrêteront jusqu'à ce que... Voilà, il faut que le souffle reprenne. Et là, donc, comment faire avec quelqu'un? D'abord observer, et puis aller vers la personne et lui tendre une main, ça c'est sûr. Moi, je comprends que tu aies de la colère, et je comprends que tu sois très fâché. Vraiment. Est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi ou est-ce que tu préfères appliquer ta colère tout seul? Non, c'est tout. Mais quand on n'est pas d'accord du tout, on peut aussi dire « Ouais, mais je comprends hein, que tu sois en colère. Hein. Bah, franchement, moi aussi, je suis en colère. » Donc, c'est pas bon, là, vous voyez. C'est parce que moi aussi, ça me mettrait en colère qu'il soit en colère. Donc, il faut quand même avoir digéré soi le fait que ça ne vienne pas me toucher, moi, pour pouvoir reformuler « Je comprends que tu sois en colère. » Et est-ce que tu as besoin que je fasse quelque chose pour toi? C'est pas pareil que si moi je suis touchée, dire mais ça m'énerve, c'est en colère. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut arriver. Hein. Donc il faut aussi savoir où est-ce qu'on est aligné, où est-ce qu'on est centré à l'intérieur de soi pour pouvoir aller vers l'autre. Ça va? En tant qu'adulte, oui, super. Et toujours vérifier si je suis touchée en tant qu'enfant. Ok, ben je vais y arriver à vous faire parce que. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? N'hésitez pas quand même, parce que c'est plus intéressant de répondre à l'instant présent. Mais là, je vais me faire sonner les cloches, mais je vais quand même le faire parce que je suis persévérante. L'enfant intérieur, oui. Vous avez dit que l'enfant intérieur était soit soumis, oui. soit rebelle. Oui. Est-ce qu'il peut être soumis dans la petite enfance et rebelle à l'adolescence? Absolument. D'accord. Absolument. Et l'inverse aussi? Ben, bon. Enfin, j'aime pas faire des généralités, mais oui, en général, on peut trouver justement des gens qui, parce qu'ils se sont écrasés toute leur vie, c'est des crises d'adolescence qu'on voit chez certaines femmes. Hein. À la quarantaine, tout à coup, elles se sont écrasées, tout à coup, vous les retrouvez comme des adolescentes, elles se rebellent sur tout. Non, mais c'est impressionnant. Bah oui, elles font leur crise d'adolescence. Mais attention, je le redis, être rebelle n'est pas être affirmé et n'est pas être posé dans son assertivité. Alors, ce que je voulais dire, c'est soumis dans la petite enfance, admettons jusqu'à 8 ans ou 10 ans, et après arriver à l'adolescence et être rebelle. C'est juste dans cet espace-là. Oui. C'est possible aussi. Mais vous vérifierez, si vous pensez à quelqu'un, que cette personne qui est rebelle est en train de lutter par la peur d'être soumise à quelque chose. Vérifiez ça. D'accord, merci. Parce qu'on le retrouve chez les adultes en couple, ça. Quand il y en a un qui impose à l'autre et que tout à coup je décode que monsieur a été complètement émerveillé par sa mère, je sais pas, enfin peu importe, et que tout à coup il est en train de voir que sa femme s'y prend un peu comme sa mère et qu'il se rebelle. En fait, je lui dis mais c'est parce que vous avez tellement peur d'être soumis au diktat de madame, comme maman vous avez amené à vous écraser. Vous me suivez? Voilà. Oui, d'autres questions? C'est correct? Oui, moi je me posais une question qui est par rapport à l'amour qu'on a pour soi. Oui. Bon, quand on est dans un couple et qu'on découvre que c'est important de s'aimer soi-même, comment faire? Je veux dire, bon, c'est une question un peu générale, mais comment faire pour pas laisser les mécanismes, les habitudes d'attendre de l'amour de l'autre parce qu'on s'aime pas assez soi? Et vous voyez où je veux en venir un peu, enfin... Je préférais que vous approfondissiez parce que je veux pas y aller de mon imagination. Non, mais je veux dire,
je suis en couple depuis un moment avec madame. Et, euh, et moi, j'ai découvert ça récemment, que l'amour pour soi, c'est important de s'aimer soi-même. Donc tous ces mécanismes ce que vous disiez au début, Ouais. de donner à l'autre Ouais. alors qu'il ne l'a pas demandé, d'être dans le sacrifice alors qu'il n'y a pas besoin, tout ça. Moi, j'ai joué Ben oui, ces monsieur, il faut en cartes-là. passer par là pour le comprendre. Ouais, mais alors du coup, c'est comment dire. Après, si on exagérait, j'avais l'impression, c'est pas ce que vous avez dit, mais c'était en fait finalement, il faudrait avoir travaillé tout seul pour après être la personne parfaite qui va entrer en couple. Ah Mais- ben là, monsieur, vous pouvez avoir 100 ans. Hein. Voilà. La vie, justement, c'est aimer notre imperfection. Mais si on grandit ensemble, c'est le plus beau dans le couple. C'est de grandir Alors, ensemble, ça veut pas dire qu'on grandit de la même manière, dans la même direction. Hein. Mais en tout cas, l'autre, il nous fait grandir si on veut bien accepter qu'au final, on est petit, quoi. Mais ça veut pas dire qu'on est petit, dans notre enfant intérieur. Ça veut dire qu'on a toute sa vie besoin d'apprendre. Donc, en couple avec votre chéri, mais en couple avec un frère, une sœur, en couple avec le patron, j'en sais rien. Mais couple dans le sens dualité, face à face. Mais j'ai pas répondu à votre question. Si, peut-être. Donc, la question, c'est comment s'y prendre pour s'aimer soi, c'est ça, et faire en sorte que dans le couple, pardon, vous savez quoi? Je vais faire une réponse de Normand. Qui est Normand ici? Non, je rigole. Je ne peux aimer l'autre que comme je m'aime moi. Je ne peux donner à l'autre que ce que j'ai en moi. Et c'est l'exemple du verre d'eau, quoi. C'est l'exemple du citron. J'ai pressé un citron, je l'ai bu, ou je l'ai donné à l'autre, puis je me rends compte, j'en ai plus pour moi. Qu'est-ce qui aurait été équitable, c'est que je fasse 50-50. Non, j'ai tout donné à l'autre. Et il me reste plus rien. C'est ça l'amour. Ça, c'est l'amour qui nous amène à l'amour conditionnel. Je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi, je me suis crevée, nanier, toi Vous avez déjà dû entendre ça, au moins à la télé, ou à travers les cloisons, je sais pas. Ben oui, mais parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y en a un des deux qui est pas reconnaissant. C'est vrai qu'il faut être reconnaissant de ce que chacun donne dans le couple. C'est vrai qu'il y en a un qui s'use à travailler. Parce que je précise, mesdames, moi je suis très heureuse d'avoir des hommes dans la salle ce soir. Ce matin. Je suis en décalage. Parce que vraiment, c'est dur d'être un... Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, c'est dur d'être un homme aujourd'hui dans nos sociétés. Les femmes deviennent de plus en plus indélicates et voire exigeantes. Et j'ai beaucoup de respect, vraiment. Et voilà, pour les hommes. Hein, parce que je sens qu'il faut... Non pas que vous êtes fragile, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est que, voilà... C'est méritoire aujourd'hui de se regarder en face et de pouvoir... comment dire ça c'est pas une question de dignité, mais parce que les femmes ont tendance à un peu vouloir prendre, on prend notre espace, nos aises, mais pour moi, prendre nos espaces, nos aises et tout ce qu'on veut, c'est pas en écrasant l'autre. Hein. C'est justement en étant dans cette dynamique d'équilibre. Et pourquoi je disais ça? Ouais, non, mais si, ça fait sens. Non. Quoi? Oui, voilà. Bon, donc effectivement, il y a cette notion d'équilibre à l'intérieur de soi et avec notre histoire de petit enfant et l'adulte. Mais je ne peux aimer l'autre que tel que je m'aime, mais parce que tel que moi, je me vois vue par l'autre. Parce qu'il y a aussi ça dans l'amour, hein. Dans l'amour conjugal. Là, pour le coup, c'est pas le couple, frère-sœur et tout ça. C'est-à-dire que comment l'autre porte son regard sur moi, comment j'accepte que l'autre me regarde. Parce que peut-être que lui me croque des yeux et que ça veut dire que il me trouve je ne sais quoi. Puis moi je le prends comme mais non, mais me regarde pas comme ça, mais c'est indécent. Vous voyez la lecture que chacun peut en faire, Mais est-ce que ça qui peut vient vouloir... pourtant nous glorifier dans quelque chose de soi. Est-ce que ça peut vouloir dire, par exemple, donner un peu moins à l'autre parce qu'on a besoin de se donner plus à soi? Alors c'est ce que Jean-Yves Desjardins appelait être égocentré, ce qui ne veut pas dire être égoïste. Rien à voir. Et ça, c'est quelque chose que nous avons tous à travailler. Égocentré. Je ne peux donner à l'autre que ce que je me donne à moi-même. Pas complètement, parce que l'autre, voilà. Mais revenir à soi, au centre de soi. Et égo, ça veut pas dire je mets mon égo, non. C'est je cherche la phrase, mais enfin vous avez très bien compris. Mais il y a une magnifique phrase qui étaye ça.
Bon, c'est pas complètement la phrase, mais non, c'est correct. C'est un travail de toute une vie. Hein. Et d'ailleurs, en couple, l'idée, c'est de se valoriser aussi. Hein. C'est aussi de pouvoir regarder chez l'autre ses lignes de force, quoi, ses qualités. Et ça, malheureusement, avec le temps, tout à l'heure, on n'a pas pu, enfin, c'était pas le but non plus de regarder l'usure du sentiment amoureux. Comment se crée un sentiment amoureux? On a dit tout à l'heure le rêve, la réalité. Comment il se dénoue? Eh bien, par les reproches, par la routine, par l'absence de mots positifs. On ne sait voir que ce que l'autre n'a pas fait. Alors qu'il s'évertue à montrer qu'il aime à sa manière. Je rappelle que de manière archétypale, ancestrale, historique, l'homme, sa manière d'aimer sa famille, l'homme, hein, c'était d'amener de la matière, de l'argent. C'était sa manière à lui d'aimer. On va quand même pas lui reprocher. Mais l'homme aujourd'hui, sa façon à lui de montrer qu'il aime, qu'il aide, parce qu'il faut voir les jeunes gens qui sont mariés aujourd'hui. Je veux dire qu'il y a des femmes qui les mènent à la baguette. Hein. Franchement, on verra ce que ça donne dans 10 ans. Hein, mais franchement, on est passé un petit peu du monde à l'envers et je trouve qu'il y a beaucoup d'abus. Mais ça, chacun le pense comme il veut. Ce que je veux dire, c'est que... non, pourquoi je disais ça? Non, c'est parce que j'ai en tête que je voulais vous faire une méditation spéciale qui est belle, pour vous ramener à votre belle histoire et partir avec un super souvenir. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, voilà. Et donc l'homme aujourd'hui doit développer d'autres habiletés de montrer qu'il aime, et pas qu'il désire trop, parce que vous comprenez aujourd'hui, faut pas non plus trop. Eh bien, franchement, je vous jure, mesdames, je vous demande de la bienveillance, franchement, avec les hommes d'aujourd'hui, parce que leur physiologie est plus fragile que la nôtre. Alors, leur physiologie, leur mécanique est plus fragile que la nôtre. Parce que nous, d'une manière générale, moi je parle au nom de toutes les femmes, de toutes celles que j'entends. Oh non, mais à partir d'un certain âge, on peut s'en passer. Hein. C'est pour ça après, on va traiter les hommes de... Non, c'est faux, tout ça, c'est faux. D'ailleurs, une manière de s'aimer, c'est aussi de connaître sa physiologie, de connaître ses besoins, de connaître son anatomie, de connaître où est-ce qu'on se situe. C'est aussi notre façon de s'aimer. Mais ce que je voulais dire, oui, voilà, j'ai mis l'accent sur... Oui, les hommes ont une autre manière aujourd'hui de montrer qu'ils aiment. Ils ne sont pas comme les femmes. Non, j'exagère, pour toutes les femmes ne sont pas comme ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. En fait, dis-moi que tu m'aimes. Moi, je te dis que tu m'aimes et dis-moi que tu m'aimes. Et l'homme, il le montre. Alors, l'homme est plus... D'ailleurs, c'est tout le masculin en nous, en tant que femme. Vous savez qu'on a un masculin féminin. C'est l'action, c'est comment je vais agir pour prendre soin de mon féminin. Eh bien, on laisse plus beaucoup à l'homme, qui donc a aussi son féminin à l'intérieur de lui. On lui laisse plus trop prendre soin de la femme. Parce que la femme est en train de brandir son autonomie. Je comprends, hein. Ça, c'est à différents niveaux. Je suis OK. Moi, je suis pas féministe. Je m'en fous de tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau génital de la sexualité, on le voit que ça a des conséquences. C'est pas évident à un moment donné pour un homme se retrouver. Enfin voilà, je vais pas. On pourrait en parler plus longuement. Donc s'aimer aussi, c'est aimer son corps. Hein. C'est pas que le cœur. Enfin c'est tout ça quoi. Puis je le répète, c'est apprécier le beau de l'autre, car tout un chacun de nous tous ici, tous, on a tous quelque chose de beau en nous, tous. Je vous souhaite juste de porter le regard sur le plus beau de vous-même et de l'autre. Et d'aimer cette partie-là. Je m'aime et je m'accepte. Vous connaissez Ho'oponopono? Eh bien voilà. Je suis désolée, je me remercie. Pardon pour moi-même car je m'aime. Je vous souhaite ça. Mais justement, est-ce que vous êtes OK? On finit par une méditation rapide. Je vais essayer de la faire parce que sinon... Non, mais je veux dire, voilà. Donc je vais vous inviter à vous mettre dans vos pieds le plus confortablement possible. C'est bon là? Là c'est bon? Là c'est bon? Là c'est bon? Et donc de pouvoir, si vous êtes en sécurité sur votre siège, si vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous, vous pouvez fermer vos yeux et vous mettre à l'intérieur de vous-même d'autres histoires. Si vous n'êtes pas confortable, tout est parfait pour moi aussi. Quoi qu'il arrive, je vais vous inviter à être observateur, à être comme un détective. Et donc de projeter
sur une toile, de projeter une partie de votre histoire. J'ai vu que vous êtes là, je dois arrêter ça. C'est pas, j'en suis sûre. Bon, ben, vous reviendrez l'année prochaine pour le faire. 10 minutes, hein. Allez, on y va. On cherche pas à comprendre. Ça peut me fragiliser, hein, donc, ça peut quand même vous remuer un peu. Donc, vous arrêtez si vous sentez que c'est pas juste. Donc, je vous invite à fermer vos yeux, sinon à baisser les yeux vers le bas pour être vraiment à l'intérieur de vous. On va se mettre les pieds au sol. Je mets mes mains sur le bas-ventre et j'expire. Et je vais quand même prendre le temps de me voir dans une partie de mon histoire. Je vais choisir la plus belle histoire d'amour que j'ai vécue. Et comme un film, je vais la laisser se dérouler. Et je vais me placer comme un observateur, comme un détective. Et je vais me servir du mur pour projeter la partie de mon histoire que je vais regarder comme un film. Je vais repérer 3 ou 4 aspects. Comment l'histoire se passe-t-elle? Quelle que soit la durée de la relation, ça peut être une relation de danse, courte mais très puissante, qui me fait vibrer des choses dans le corps. Comment se passe l'histoire? Comment je me sens? Vous continuez toujours à projeter l'histoire sur le mur. Et vous allez tout doucement à la découverte de ce temps qui passe, étape après étape. Tout ce que vous avez pu mettre en place, comment je l'ai rencontré, comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a eu de la séduction? Est-ce qu'il y a eu des moments d'échange, juste de la parole, jusque des regards? Est-ce que lui est venu devant moi, c'est le premier, ou est-ce que la femme est venue devant lui, au-devant de lui? Ou est-ce que vous étiez hésitants, timides l'un et l'autre? Ou est-ce qu'il y en avait un plus intéressé et qui du coup n'a pas pu aller physiquement, mais a envoyé des SMS ou a essayé de téléphoner, ou par un moyen ou un autre, l'un est venu vers l'autre. Continuez à aller à la découverte de ce grand moment de séduction où vous avez senti que vous étiez intéressé par l'autre ou que vous avez reçu l'intérêt de l'autre en vous. Et notez ce que ça a pu vous faire vivre à l'intérieur de vous. Comme sensation, comme émotion. Continuez à regarder le film, à le projeter sur le mur en faisant un pas en avant dans l'histoire. Faites avancer l'histoire. Et regardez qui dans le couple était dans l'ouverture. Qui était plus dans un moment de tendresse ou un moment de charnel, de désir plus charnel. Regardez comment s'est mis en place la dynamique relationnelle, qui s'est d'ailleurs mis en place petit à petit. Et en tout cas, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui vous a donné le goût de faire un pas de plus. Alors avancez, faites avancer le film. Faites avancer le film en regardant juste avant, juste après. Qu'est-ce qui s'est passé après la dynamique relationnelle? Quelles sont les choses qui se sont mises en place? Quelles sont les choses qui ont changé, qui se sont installées et qui font que vous vous êtes peut-être installés ensemble? Quelles sont les émotions que vous avez pu ressentir? Quels sont les moments, les émotions, les sentiments? Comment vous vous sentiez dans votre corps? Qu'est-ce que vous aviez comme pensée dans la tête? Comme imaginaire? Comme rêve? Et prenez le temps de mémoriser 3 aspects
très agréables de votre histoire que vous projetez toujours sur le film. Vous êtes observateur, mais vous les mémorisez comme un bon souvenir. Oui, c'est bon. Et puis, les années ont passé, la routine s'est installée, le sentiment amoureux continue à se consommer, mais avec plus de distance. Avec un petit bonjour rapide le soir, un petit baiser sur le bout des lèvres, un petit bec, chaleureux certes, mais plus de contact charnel, plus de présence corporelle, en tout cas moins. Et puis, tout à coup, les choses, les éléments, des éléments d'alerte font que vous sentez que votre couple commence un petit peu à prendre de la distance. Peut-être une crise, peut-être un détachement. Notez juste les faits, ne vous laissez pas embarquer par une émotion. Aucune émotion, rien. Gardez juste 3 ou 4 faits et regardez comment les faits se sont, dans le courant de votre histoire, répétés. Souvent, on est amené à vivre des faits et de se surprendre à les revivre. Donc, regardez toujours ça comme un film, comme étant observateur, et en vous demandant si, à l'époque, dans la relation, elle était peut-être ambiguë, est-ce que vous avez pu expliquer ce qui se passait, ou vous êtes resté dans une ambiguïté de ne pas pouvoir dire, et puis tout à coup, évidemment, ou en silence, ou dans une crise, il y a pu avoir un temps de distance, de rupture. Regardez toujours que les faits, projetez-les sur le film devant vous, comme un observateur qui regarde se dérouler la scène. Peut-être d'ailleurs dans cette rupture, dans ce temps de vide, d'espace, de temps de réflexion, il y a eu des allers-retours, vous ne pouviez pas vous passer l'un l'autre de communiquer, vous aviez besoin de vous voir, de vous entendre. Au contraire, la relation était très ambiguë. Je vous invite à noter 3 éléments clés dans ces moments de votre histoire, qui d'ailleurs des moments qui ont pu, avec lesquels vous avez dû avancer et que vous avez peut-être retrouvé dans une autre histoire d'amour. Avant la rupture, comment vous étiez dans la relation? Comment vous vous sentiez? Quelle est la place que vous laissiez à l'autre? Quelle est la place que vous occupiez dans votre vie? Quel est l'espace que vous laissiez prendre à l'autre? Est-ce que vous avez rompu toute communication? Toujours pareil, restez un observateur neutre, sans émoi. Vous notez que les faits. Notez comment vous êtes en train d'être observateur, comme un détective qui repère les moments clés de l'histoire. Et d'ailleurs, observez vos autres histoires. Observez, revisitez les moments significatifs de vos histoires depuis votre plus jeune âge, où vous étiez amoureux. Et quels sont les éléments communs que vous trouvez? Prenez quelques instants pour faire le point. Et repérez peut-être une blessure ou deux, ou un comportement qui a pu être redondant. Si toutefois ça ne vient pas, vous ne cherchez pas avec votre mental, vous ne vous forcez pas. Là, vous avez mis votre inconscient à l'œuvre. Et si c'est juste, votre inconscient vous redonnera, peut-être dans l'après-midi, peut-être demain, quelques ouvertures pour que vous vous rendiez compte que oui, c'est vrai. Quand j'avais 17 ans, il s'est passé telle chose et c'est spécial parce que là, j'ai l'impression de revivre telle chose. Et pourtant, ce n'est ni le même partenaire, ni la même situation, mais le scénario de vie, la blessure qui est là, nous fait rejouer cet instant
qu'on l'a bien connu dans notre histoire et qui d'ailleurs va nous ramener peut-être à notre enfant intérieur. Donc je vous invite dans les jours qui viennent peut-être à noter ce qui vous vient en conscience pour faire que chaque personne dans votre vie que vous avez pu croiser, eh bien, soit comme des repères pour eux. Et évidemment, comme on ne grandit pas tout seul, des repères pour que vous puissiez noter que quelque part, gratitude à la personne qui vous a révélé que c'était dur pour vous, l'abandon ou le rejet ou l'humiliation. Et de pouvoir justement demander à votre inconscient que plus jamais vous ne vous laisserez maltraiter. Et que vous prendrez soin, parce que pour ne plus être maltraité par l'extérieur, il faut que je prenne soin de mon intérieur. Donc que vous vous engagez vous-même à prendre soin des besoins inhérents à la blessure, par vous-même. Car si vous prenez soin de penser PANSER la blessure, évidemment vous attirerez moins quelqu'un qui viendra vous réveiller la blessure. Et remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous et vous laissez votre inconscient faire son œuvre. Il n'y a pas besoin de partage et le cheminement va continuer dans la journée. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous repartirez avec le meilleur de vous-même. M'_AIME.